à toutes et à tous. Je vais commencer par des présentations. Je suis Mathieu Tori, directeur du Centre de formation juridique depuis 2020. Avant de prendre la direction du Centre de formation juridique, j'ai longtemps exercé des fonctions d'enseignant, aussi bien à l'université, donc moi j'ai enseigné le droit public à l'université Paris-Est-Créteil, UPEC, ainsi qu'à l'université Paris 1, et évidemment également enseigné au centre de formation juridique, aussi bien à un niveau L1 que L2 que L3, et aussi dans le cadre des préparations aux examens et concours. Voilà pour ce qui concerne présentation personnelle. Je vous parle vraiment en 2 minutes de ce qu'est le centre de formation juridique, que j'ai le plaisir de diriger donc. Le centre de formation juridique, c'est un établissement privé d'enseignement supérieur, qui n'a pas de lien avec la faculté, qui n'est pas non plus diplômant. Notre métier, c'est l'accompagnement des étudiants en droit, depuis la première année jusqu'aux examens et concours, notamment l'examen d'avocat ou les concours de la magistrature. Et le centre de formation juridique exerce cette activité depuis déjà 2004. Il a rejoint le groupe Format Prive Droit il y a 2 années. Et donc voilà, aujourd'hui, on est les spécialistes de l'accompagnement des étudiants en droit, avec donc le centre de formation juridique qui est aujourd'hui très centré sur l'accompagnement des étudiants en licence et en master 1. Et nous avons 2 préparations qu'on pourrait appeler des préparations connexes, à savoir mission avocat, qui est une préparation pour les futurs avocats, préparation à l'examen du CRFPA, et mission magistrat, qui est une préparation pour les personnes qui vont passer les concours de l'ENM. Voilà dans les grandes lignes pour une présentation de ce qu'est le centre de formation juridique. Il me reste à vous présenter les intervenants qui ont bien voulu donc être présents ce matin, en commençant par Fanny Luxembourg. Fanny, qui est la directrice pédagogique du centre de formation juridique, enseignante en droit privé, et qui dirige également la préparation mission magistrat, donc prépa concours ENM, et qui vous parlera tout à l'heure des études de droit. Nous accueillerons ensuite Maxime Bourdeil, qui est un étudiant encore, on peut encore dire étudiant, puisque tu es en fin de Master 2, Maxime, mais tu as réussi brillamment, et d'ailleurs je t'en félicite, l'examen du CRFPA, en étant passé par chez nous, par le centre de formation juridique, et tu seras là pour témoigner du parcours d'un étudiant en droit, des pièges à éviter, et aussi de ce que tu as pu obtenir comme bénéfice grâce aux accompagnements du centre de formation juridique. Tout à fait. Nous aurons également Eva Deloffre. Eva, c'est la responsable des cours de soutien. C'est elle donc qui s'occupe de l'accompagnement des étudiants de la L1 au M1, en tout cas qui encadre cette activité, et qui doit donc gérer à la fois l'équipe de profs et les étudiants. Et donc c'est un peu le chef d'orchestre de cette préparation. Et elle aura également le plaisir de vous faire une présentation tout à l'heure. Quelques derniers mots introductifs, et ensuite je vais laisser la parole à Fanny. D'abord, pour vous rappeler ce qu'est notre programme, Fanny nous fera d'abord une présentation des études et métiers du droit. Ensuite, Maxime vous fera un témoignage en tant qu'étudiant en droit ou ex-étudiant en droit, enfin un petit peu entre les deux, on va dire. J'aurai pour ma part le plaisir, en troisième lieu, de vous parler des préparations du centre de formation juridique. Et Eva nous montrera ensuite, vous montrera en partie seulement, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais vous montrera en partie notre outil numérique, puisque nous sommes une préparation spécialisée dans le digital, on est une préparation digitale sur mesure pour les étudiants en droit, qui dit préparation digitale, dit outil digital, et donc on va vous montrer un peu à quoi cela ressemble, et donc c'est Eva qui du coup viendra... Désolé Maxime, Fanny, et même pour moi, mais on garde le meilleur pour la fin, c'est Eva qui viendra clore cette présentation avec donc une démonstration de la plateforme. Dernier point, et j'en aurai fini, pour vous dire que à la fin des interventions de chaque participant, on ménagera un temps de questions-réponses, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les poser sur le chat, et on essaiera de répondre à toutes les questions. Il se peut que vous ayez des questions qui arrivent un peu plus tard. Dans une telle hypothèse, vous pouvez nous contacter. Donc, je vous donne tout de suite
l'adresse à utiliser, contact@cfjuridique.fr, contact@cfjuridique.fr, ou notre standard, le 01 42 50 22 30. Et je vais également vous partager dès à présent la brochure récapitulative de nos formations, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier. Vous pourrez la télécharger et l'archiver, et puis en prendre connaissance. Voilà, je vous la mets sous la forme d'un lien dans le mur de discussion. Et bah écoutez, vous avez l'adresse de contact, vous avez le standard, vous avez la brochure, et nous allons maintenant écouter Fanny, Eva, Maxime, nous allons couper pour notre part nos caméras et écouter attentivement la présentation de Fanny. Fanny, c'est à toi. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc en charge de vous présenter les études de droit. Mathieu a déjà largement présenté le centre de formation juridique. Je n'y reviens pas. Pour ma part, je suis donc la directrice pédagogique du CFJ. J'ai moi-même fait des études de droit puisque j'ai soutenu une thèse de doctorat à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. J'aimerais vous parler d'abord de la procédure de sélection à l'entrée à l'université, qui est Parcoursup et qui est la procédure dans laquelle vous vous situez à l'heure actuelle si vous êtes étudiant de terminale. Vous êtes aussi peut-être des parents qui accompagnent leurs enfants. Cela vous intéresse également, bien sûr. Ensuite, dans une première partie, on verra comment sont organisées les études de droit. Et puis ensuite, nous parlerons des débouchés. Petite introduction donc sur cette procédure Parcoursup. On se situe en ce mois de mars, pile entre la date limite de formulation des vœux et la confirmation des vœux et la constitution des dossiers. C'est donc cette plateforme qui va vous donner votre ticket d'entrée en fac de droit ou pas. Vous êtes invité à faire des vœux et à espérer que vous obtiendrez gain de cause sur une formation qui emporte votre intérêt. Cette procédure existe déjà depuis quelques années. Nous ne maîtrisons pas encore tout, mais nous en savons quand même déjà beaucoup. Sur cette procédure, ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est le véritable succès des études de droit, puisque vous le voyez, la licence de droit obtient chaque année une très belle position dans le classement des formations. L'année dernière, elle arrive en quatrième position avec 360 000 vœux qui ont été formulés pour 40 000 places en première année. Quelles sont les raisons de ce succès? Les raisons sont simples, c'est un vrai attrait vers les professions juridiques, une grande diversité des débouchés comme on le verra tout à l'heure, des filières d'excellence qui sortent aussi leur épingle du jeu, puisque pendant longtemps, vous savez, on a dit l'université c'est pas bon par rapport notamment à des écoles type Sciences Po, par rapport à des prépas, que ce soit littéraires ou scientifiques. Aujourd'hui, on a des filières vraiment d'excellence qui ont leur succès. La réorientation, qui est relativement facile puisqu'il existe tout un tas de passerelles pour ressortir de cette université si jamais cela ne vous plaisait pas. Et puis les étudiants nous disent qu'ils ont envie de nouveautés, étudier notamment le droit qu'ils n'ont jamais étudié au lycée. Quel est le taux d'accès de la licence en droit? Je vous ai mis quelques chiffres indicatifs pour vous montrer que finalement, il y a des universités qui sont extrêmement sélectives. On va avoir en licence classique du 10 ou 15% de taux d'accès et des universités qui le sont beaucoup moins. Vous avez donc des formations qui sont plus facilement accessibles. Mon conseil est évidemment de ne pas jouer avec le feu et de mettre au moins un ou deux vœux qui correspondent à des formations moins sélectives. On ne sait jamais, il vaut mieux être prudent.
Vous avez, je le disais il y a un instant, également des filières d'excellence. Alors là, on peut se permettre, si on est un étudiant qui est doté d'un bon dossier, qui a aussi une force de travail relativement importante et une appétence pour un gros emploi du temps et un gros rythme de travail, on peut mettre une ou deux filières dites d'excellence. Il s'agit principalement des collèges de droit, mais vous avez d'autres formations très sélectives également. Vous avez par exemple la prépa D1, qui est un mixte entre une prépa et des études de droit. Vous faites les deux à la fois. Et puis vous avez des doubles licences qui sont très sélectives, très cotées. Vous voyez, j'ai mis le nombre de places. Parfois, c'est 50, c'est 60, 48, 75, 25 même. Ça reste des toutes petites formations et donc on n'est pas étonné de voir des taux d'accès extrêmement bas puisque ça descend jusqu'à 5%, ce qui est vraiment très sélectif. Vous vous demandez peut-être comment vous allez être sélectionné dans cette procédure. Il y a deux grands axes. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les attendus nationaux. Ce sont eux qui sont fixés par le gouvernement. Je vous en ai mis quelques-uns que j'ai tirés des textes officiels. C'est maîtriser l'expression écrite et orale, comprendre et synthétiser un texte, raisonner de manière logique. Bref, des acquis qui sont absolument indispensables pour réussir une licence de droit. Et puis ensuite, vous avez les attendus locaux, c'est-à-dire qui sont fixés par chaque université. Ces attendus locaux sont moins connus puisque les universités ne communiquent pas forcément sur l'ensemble de ces attendus. Chaque université, concrètement, a la possibilité, pour choisir ses élèves, de mettre des coefficients sur des critères. Alors, par exemple, ça peut être des coefficients différents selon les spécialités que vous avez choisies au lycée. Cela peut être également des coefficients proportionnels aux notes que vous avez obtenues ici ou là. Ça peut être le bac de français en première, ça peut être des notes de terminale, etc. Donc, on ne sait véritablement jamais trop à quoi s'attendre, c'est-à-dire que vous vous posez tous la question de savoir si vous avez suivi les bonnes spécialités, si vous aurez des notes suffisantes pour intégrer telle ou telle université. En réalité, c'est un petit peu opaque, on n'a pas trop la possibilité d'anticiper. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand même, ça reste une filière très large qui n'impose pas des choix fermés de spécialité. À savoir, par exemple, si vous avez suivi la spécialité maths au lycée, eh bien, ça n'est pas du tout un obstacle à votre entrée en fac de droit. On aura des coefficients assez élevés un peu partout pour maths, pour HLP, pour HGGSP, pour SES, pour anglais même. Ceux qui seront moins bien notés sont les spécialités un peu plus techniques, type SVT ou physique-chimie. Mais attention, ça n'est en rien un obstacle à l'intégration dans une université de droit parce que il faut regarder les notes que vous avez obtenues. Une spécialité moins coefficientée aura quand même plus de succès si la note est très très bonne par rapport à une spécialité à moins fort coefficient, mais pour une note un peu moins élevée. Donc tout est une question de ratio. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, les universités, par rapport à ces critères qu'elles auront prédéfinis, vont classer les candidats dans l'ordre de mérite, du premier au Xème en fonction du nombre de places qu'elles offrent. Vous allez être classé et à l'issue de la procédure, il y aura des propositions d'admission. Alors on espère le plus nombreux possible pour vous, bien évidemment, qui vous seront envoyées, communiquées et vous aurez un court délai, attention, pour répondre à cette proposition d'admission. Vous aurez trois possibilités, soit vous acceptez et vous abandonnez tous vos autres vœux, soit vous refusez, soit vous mettez en attente dans l'attente et l'espoir d'avoir d'autres propositions d'admission. Et chaque non entraîne une nouvelle proposition pour le candidat qui suit. Donc ne vous inquiétez pas, faites preuve de patience. Si le premier soir, vous n'avez pas de proposition d'admission, c'est parfaitement normal. Même le deuxième, le troisième, le quatrième jour, vous allez être classé. Il faut attendre ce jeu de domino. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc faites preuve vraiment de patience. C'est très important de ne pas vous démotiver.
Voilà pour cette procédure. On espère évidemment, on vous le souhaite, une issue très favorable et l'obtention d'une proposition d'admission en fac de droit. Comment sont organisées les études? Petit rappel en quelques chiffres, vous avez 47 facs de droit en France et donc, on l'a dit, 360 000 candidatures pour environ 40 000 places en première année, ce qui montre quand même une certaine tension des études de droit qui deviennent sélectives. Le parcours des études de droit, c'est un parcours dit LMD pour licence en 3 années, puis master ou maîtrise en 2 ans, Master 1, Master 2. Et puis, si vous êtes très accro de ces études de droit et que vous avez une appétence pour la recherche et la théorie, vous pourriez continuer encore en doctorat. C'est le système LMD. Tout le monde ne poursuit pas en thèse de doctorat puisque c'est vraiment très spécifique. Il y a énormément d'autres débouchés pour les autres étudiants qui veulent un peu plus de pratique et non pas partir dans un cursus très théorique. L'année universitaire, elle est toujours construite à peu près de la même manière, quelle que soit l'université, quelle que soit l'année. Vous avez 2 semestres, le premier de septembre à janvier, le deuxième de février à juin. Du reste, il y a beaucoup de lycéens en terminale qui sont déjà sur un rythme de semestre, puisqu'il y a pas mal de lycées qui sont passés à la semestrialisation. Parfois, vous êtes encore trimestrialisé, mais peu importe. L'idée, c'est qu'on aura ce système de semestre chaque année à l'université. Quels sont les types de matières que l'on a dès la première année? En fait, il y a 3 catégories, 3 types de matières différentes. Vous avez des matières fondamentales, des matières complémentaires, des matières optionnelles. Les matières fondamentales, ce sont les plus importantes, ce sont celles pour lesquelles vous avez à la fois un cours d'amphithéâtre qui est dispensé par un professeur agrégé des universités ou bien un maître de conférence. C'est l'aspect un peu théorique. Et puis elles sont complétées, ces matières, par des travaux dirigés. Les TD, les fameux TD, sont le complément finalement du cours magistral. C'est l'aspect un peu plus pratique. On est en petits groupes, ça peut être 20, 25, 30, 40 personnes. C'est toutes les semaines. Et là, on a un chargé de travaux dirigés qui anime le TD, qui est lui-même souvent un étudiant de thèse. Il prépare une thèse de doctorat et il anime des travaux dirigés chaque semaine. C'est important de comprendre que au sein de ces TD, on va avoir des notes. On va avoir des notes et ça va donner lieu à un contrôle continu qui va compter évidemment dans la réussite de son semestre et de son année. À côté des matières fondamentales, qui sont minoritaires, hein, on en a souvent 2 par semestre, on a des matières complémentaires. On en a plus, hein, ça peut être 4, 5, 6 matières complémentaires pour lesquelles il n'y a pas de travaux dirigés. Il n'y aura que des cours d'amphithéâtre et donc aucune note, aucun contrôle continu. Rendez-vous à la fin du semestre ou de l'année pour passer simplement un partiel. Enfin, des matières optionnelles, donc là, comme leur nom l'indique, elles ne sont pas obligatoires, mais elles rapportent des points. Vous avez du sport, de l'informatique, des langues. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours un bénéfice puisque vous avez quelques points bonus. Ce système est important à être compris parce que la réussite de votre année dépend largement de la réussite des matières fondamentales. Donc il faut absolument valider ces matières fondamentales. Et pour valider ces matières fondamentales, il y a 2 axes. Il y a évidemment les partiels que tout le monde connaît, que vous allez passer à la fin de chacun des semestres, sous réserve de certaines facs qui sont annualisées, mais peu importe. L'idée, c'est que vous avez un partiel terminal qui va compter pour la validation, mais ce partiel va être compensé par cette note de contrôle continu que vous aurez obtenue grâce aux notes de travaux dirigés. En général, c'est 50-50. Certaines universités pratiquent une différenciation de barème, mais en gros, il faut à tout prix avoir la meilleure moyenne possible en travaux dirigés. Pourquoi? Parce qu'elle va venir, cette moyenne, se compenser avec le partiel. Donc si j'ai eu 14 de moyenne
en TD. Je peux avoir un petit accident au partiel. Si j'ai 6, 7, 8, eh ben, j'aurai compensé, j'aurai validé ma matière. Si jamais je n'arrive pas à valider, vous avez encore des sessions de rattrapage. Sur le fond, qu'est-ce qu'on apprend en fac de droit? Quelles sont ces matières qu'on va vous enseigner? Chaque université a ses programmes, mais on a quand même un tronc commun qu'on retrouve un peu partout. Vous avez d'abord comme matière fondamentale de l'introduction au droit. Tout le monde va commencer par une introduction. En réalité, c'est beaucoup plus qu'une simple intro, c'est une véritable matière, mais on l'appelle introduction au droit parce que ce sont des grands piliers qu'on va mobiliser pendant toutes les années d'enseignement de la licence et du master. Ce sont les grandes notions, les grandes théories. Par exemple, comment on prouve un droit en justice. Si je saisis le juge, j'ai des règles de preuve. On va apprendre ces règles de preuve. Deuxième exemple, comment s'applique la loi. Quelle est la loi qui s'applique à ma situation? C'est l'application de la loi dans l'espace, dans le temps. Tout ça, ce sont des grandes notions universelles qui concernent vraiment toutes les matières par la suite et donc qu'on vous enseigne dès que vous arrivez en fac de droit. Et puis, une fois qu'on a fait connaissance avec ces grandes notions, ces grands principes, on va rentrer au deuxième semestre dans des matières plus techniques. En droit civil, vous aurez soit du droit des biens, soit du droit des personnes, soit du droit de la famille, soit un combo entre droit des biens et droit des personnes, par exemple, certaines universités qui pratiquent cela. Et puis, à côté de ces matières qu'on appelle des matières de droit privé, vous aurez également des travaux dirigés dans cette matière du droit constitutionnel, à peu près dans toutes les universités, c'est la même chose. Vous aurez également parfois des travaux dirigés dans des matières d'histoire, parce que c'est très important d'avoir justement ce regard hein, sur d'où l'on vient et comment notre système s'est construit. Ça, c'est donc pour les matières fondamentales. Vous avez à côté des matières complémentaires, donc là je rappelle, pas de TD, juste des partiels en fin de semestre ou en fin d'année. Je vous ai mis quelques exemples, mais ces matières complémentaires-là, elles varient encore un peu plus selon les universités. Vous aurez un peu d'économie, un peu d'histoire, un enseignement de sciences politiques. On a aussi un peu de droit des médias dans certaines universités. Vous avez un cours qui s'appelle Institutions judiciaires et administratives. Mais ces matières complémentaires, donc elles varient quand même pas mal selon les universités. Vous aurez votre planning dès la rentrée, vous saurez ce que vous apprendrez. Et puis donc, en option, on retrouve le sport, l'informatique ou une deuxième langue vivante. La logique de ces études de droit, c'est quand même une spécialisation croissante. C'est ça qui ressort de la logique du parcours LMD, c'est qu'en licence, on va avoir des enseignements très généraux, et puis progressivement, en troisième année, en première année de master, on va avoir une spécialisation croissante jusqu'à faire des matières très techniques comme le droit fiscal, le droit des affaires, le droit du travail ou encore le droit des successions. Ce ne sont évidemment que des exemples, mais quand vous prenez la liste des masters, c'est vrai que ça donne un peu le vertige. Il y en a vraiment de très spécifiques. Néanmoins, il faut noter que quand on ne sait pas trop quoi faire et qu'on n'a pas un goût prononcé pour une matière en particulier, on peut parfaitement rester encore dans une logique assez généraliste. Vous avez par exemple des masters qui s'appellent droit privé général, vous avez des masters qui s'appellent justice, procès, procédure. C'est des masters qui restent très généraux et qui vous permettent ensuite de vous orienter vraiment un peu partout. Maintenant, vous pourriez avoir un coup de cœur pour une matière très technique, par exemple la bioéthique ou le droit de la santé ou le droit des assurances. Eh bien là, il y a des masters pour vous également. Quelles sont les qualités requises pour réussir, s'épanouir à la fac de droit? Eh bien, j'ai synthétisé ça dans ce schéma. Il me semble que d'abord, il faut avoir une certaine appétence pour l'autonomie, travailler tout seul, sans les cadres qu'on a connus au lycée
c'est ça le grand saut finalement à la fac de droit. Le grand saut, c'est qu'on quitte un système où on est très encadré et qu'on embrasse un système où il faut une discipline de travail quand même assez marquée parce que on est beaucoup moins encadré qu'au lycée. Il faut aussi quand même que vous ayez une appétence pour l'écriture, pour la lecture, pour la synthèse de texte. Nous, les juristes, on a quand même toutes les semaines euh, un temps à consacrer à la lecture, à la synthèse. Il faut ce goût quand même pour l'écriture également parce que on va faire des dissertations, des commentaires, des cas pratiques. Et ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la synthèse, l'argumentation, le raisonnement, l'écriture, rencontrent quand même de grosses difficultés. Il faut une force de travail quand même assez marquée parce que la fac de droit, ce n'est pas la fac. La fac de droit est un peu particulière parce que, bah, vous le savez, elle n'a pas beaucoup de concurrence ni du côté des écoles ni du côté des prépas, contrairement à d'autres matières. Je pense aux mathématiques, par exemple, où là, les prépas sont de vraies concurrentes par rapport à la fac. En droit, nous n'avons pas cette concurrence, ce qui fait que la fac de droit est un peu à mi-chemin entre l'université qui a cette réputation d'être un cursus un peu tranquille, on va dire ça comme ça, et les parcours beaucoup plus rythmés. La fac de droit requiert quand même une certaine capacité de travail parce que on ne s'ennuie pas, il y a beaucoup de choses à faire. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus sélectif. D'une part, depuis Parcoursup, parce que finalement, Parcoursup euh, donne une sélection à l'entrée à la fac de droit. Tout le monde n'ira pas. Tout le monde n'aura pas de proposition d'admission. Donc finalement, ceux qui en auront, ce seront les meilleurs dossiers qui seront arrivés en tête de ces sélections. Et donc, nécessairement, ça a fait augmenter le niveau. Et surtout, il y a quand même beaucoup d'éléments qui conduisent à dire qu'aujourd'hui c'est sélectif. Vous avez d'abord ce rythme nouveau avec une année très courte, très peu de notes, des partiels où il faut réussir en une seule fois. Le jour de l'épreuve, il faut réussir, ce qui est une source de sélection. Vous avez un vocabulaire nouveau très technique. Quand on arrive à la fac, c'est épouvantable. Le premier amphithéâtre, on ne comprend strictement rien à ce qu'on nous raconte parce que les enseignants ne prennent pas non plus toujours beaucoup le temps d'expliquer. Ça fait partie de la sélection. Il va falloir faire attention à cela et se faire des petits lexiques pour suivre ce vocabulaire un peu technique qu'il faudra utiliser d'ailleurs au moment des partiels. Vous avez des types d'exercices nouveaux. On découvre le cas pratique, le commentaire d'arrêt qu'on n'a jamais fait par le passé. On fera aussi un peu de dissertation et la dissertation, elle est très différente par rapport à ce que vous aurez connu. Et puis, il y a ce fameux taux d'échec. Le passage de L1 à L2 est lui-même très sélectif puisqu'on a 30% seulement d'étudiants qui vont réussir à valider leur première année. La sélection ne s'arrête pas d'ailleurs en licence puisqu'elle continue dorénavant en master depuis qu'on a créé cette procédure de sélection qui est une plateforme quasi identique à celle de Parcoursup qui s'appelle monmaster.gouv.fr et qui vous attend donc à l'issue de votre licence. Après, du M1 au M2, on est un tout petit peu plus tranquille, il y a moins de sélection. D'abord, tout le monde ne veut pas poursuivre en M2, et puis il y a un taux assez élevé, vous voyez, de 60%. Finalement, quand même, trois chiffres positifs à retenir. S'il n'y a que un tiers des étudiants qui passent en deuxième année, vous avez quand même 30% donc d'étudiants qui valident leur licence en 3 ans, c'est-à-dire qui ne redoubleront jamais. Et vous avez ce taux magnifique de pénétration du marché de l'emploi, 95% des étudiants de Master 2 qui trouvent un emploi en quelques mois, ce qui veut dire que bah, les diplômes en droit ont quand même la cote. Si vous voulez plus d'informations sur ces études de droit et sur ce parcours de l'étudiant en droit, je vous invite à aller télécharger le guide de l'étudiant en droit qui est téléchargeable sur le site
étudiant en droit, donc étudiantemdroit.fr. Vous avez, c'est gratuit bien sûr, un magnifique guide de l'étudiant en droit que vous pouvez télécharger, étudiant en droit étant un de nos partenaires. Si vous êtes tenté par ces études de droit, c'est que sans doute vous avez déjà peut-être réfléchi à des métiers qui vous intéresseraient. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des études de droit? À quoi mènent-elles? Commençons par dire que il y a beaucoup de juristes autour de nous. On ne les connaît pas tous et pourtant, vous le voyez, j'en ai mis quelques-uns à l'écran. Ils sont tous juristes. L'idée, c'est que les études de droit mènent quand même un peu à tout. Vous le voyez, que ce soit des carrières artistiques, puisque nous avons un chanteur, que ce soit du journalisme, que ce soit des animateurs de télévision ou des hommes et femmes politiques, les études de droit, ça mène à beaucoup de choses. Effectivement, c'est vrai, ce n'est pas qu'une rumeur, le droit mène à tout ou presque. Vous avez trois profils. Soit vous restez dans des métiers très juridiques, soit vous allez vers des métiers mixtes, un peu juridiques, mais pas complètement, soit carrément. Et c'est, figurez-vous, la majorité des étudiants diplômés de droit. Vous quittez le droit et vous embrassez un métier extra-juridique. Les métiers juridiques, ils sont bien connus parce que ils sont très médiatiques finalement. Il y a l'avocat, le magistrat, mais pas que. Il y a aussi le notaire, le commissaire de justice. On le connaît encore moins parce que il s'appelait avant huissier. On l'a renommé. On connaît bien les huissiers, mais moins les commissaires de justice. C'est le même. Il y a les greffiers, il y a les juristes d'entreprise. L'avocat, lui, il est très médiatique, on le connaît bien, je ne vais pas m'attarder sur ce métier. C'est le métier pour lequel on a des étudiants qui s'orientent lorsqu'ils sont attirés par l'argumentation, la défense des autres et qui sont très à l'aise évidemment à l'oral. J'aime à dire que les futurs avocats sont souvent des anciens délégués de classe dans les petites classes. Vous savez, il y a toujours les mêmes qui se présentent et qui sont ces enfants qui veulent prendre la défense des autres et qui aiment, qui ont un goût pour l'intérêt général finalement, et qui sont à l'aise à l'oral et qui osent aller trouver les enseignants pour leur parler. Eh bien, l'avocat, c'est lui. Pour devenir avocat, la route est longue, puisque à l'issue de votre licence et de votre master, il faut réussir l'examen du CRFPA. Nous avons aujourd'hui Maxime qui témoignera, puisque c'est l'examen qu'il a réussi à obtenir. Et ensuite, vous êtes formé dans une école et à l'issue de l'école, vous prêtez serment avant de devenir avocat. Vous pourriez être également plutôt attiré vers le métier de magistrat judiciaire. Le magistrat, lui, c'est celui qui a un fort goût pour la règle, pour la mesure, qui est mesuré, qui n'a pas d'excès, qui sait bien maîtriser ses émotions, qui a un goût également pour l'écriture, parce que il faut rédiger à la perfection des décisions de justice. Et il est plutôt neutre. Il aime bien le débat, mais il n'aime pas forcément prendre la défense de l'un ou de l'autre. Il préfère finalement la neutralité. Les études pour devenir magistrat sont très longues et très difficiles. Il faut réussir le concours de l'ENM, École nationale de la magistrature. Après votre master, vous faites une préparation de ce concours. Vous passez le concours qui est très sélectif, hein, on est de l'ordre de 10% de réussite. Et ensuite, vous avez une scolarité de 31 mois à Bordeaux, à l'ENM, donc c'est très long. Vous pourriez préférer entrer sur le marché du travail sans concours ni examen, parce que c'est pas fait pour tout le monde, et vous avez des professions. Par exemple, le juriste d'entreprise. Le juriste d'entreprise, il y en a à peu près dans toutes les spécialités. C'est celui qui a fait un master spécialisé, alors je prends un exemple au hasard, en droit bancaire ou en droit des assurances, et qui ensuite va vendre sa compétence sur le marché de l'emploi, qui va se faire recruter par une grande entreprise d'assurance, par exemple chez Allianz, pour ses connaissances techniques du droit des assurances.
Vous pourriez également être attiré par le métier de notaire. On le connaît un peu moins quand on est jeune parce qu'on n'a pas eu encore affaire au notaire. Le notaire, on y a affaire quand on s'installe dans la vie, si vous achetez un appartement, quand vous vous mariez, quand vous avez des enfants, quand vous héritez de vos parents qui décèdent, vous allez être confronté à un notaire. Ce métier est moins connu, mais c'est une spécialisation très intéressante. Il faut avoir le goût du détail. Le goût du détail, le contact avec le client que l'on va conseiller, que l'on va accompagner dans ces démarches de la vie quasi quotidienne. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est aussi des étudiants qui ont un goût pour l'informatique parce que tout se fait maintenant grâce à des logiciels très performants et même vous avez peut-être rencontré ce cas de figure, on peut acheter un appartement sans jamais se déplacer chez un notaire, tout peut se faire à distance. Ça, c'était des métiers juridiques. Vous pourriez en avoir un peu marre du droit à 100% tous les jours de votre vie et vous dire, bah non, moi je préférerais avoir un métier un peu plus mélangé, un peu plus mixte. J'ai mis des exemples ici, il y en a énormément. Par exemple, vous avez un fort goût pour l'écriture et l'actualité, devenez journaliste juridique. Ou au contraire, vous avez une passion pour l'art et l'histoire de l'art, devenez commissaire-priseur, par exemple. Mais il y a énormément d'autres métiers. Et puis, peut-être que les études de droit n'emporteront pas votre adhésion, votre conviction à 100%, ou alors vous en serez un peu las au bout d'un moment. Pas de problème, les réorientations sont très faciles, on l'a dit, et puis surtout, vous pourriez embrasser un métier qui n'a rien à voir avec le droit, qui vous permet de faire autre chose. J'ai mis là encore des exemples pris un peu au hasard, mais bon nombre d'étudiants, et ce sont même la majorité, il y a quasiment 60% des diplômés de master en droit qui pratiquent un métier sans droit au quotidien. Donc vous le voyez, les débouchés sont vraiment très, très variés. Si ces métiers vous intéressent et que vous êtes encore dans une hésitation, que vous voulez recueillir des témoignages concrets, sachez que nous organisons des conférences métiers du droit au centre de formation juridique. Nous sommes pile au milieu de notre cycle. Nous avons déjà reçu un avocat, un magistrat, mais les replays sont accessibles sur le site mission-droit.fr, mission-droit.fr. Et vous avez encore un rendez-vous avec une notaire le 13 avril, avec un juriste qui nous parlera de son poste de juriste conformité à BPI France. Je vous invite à vous y inscrire, à nous rejoindre pour ces conférences qui pourraient vous ouvrir des horizons peut-être même pas encore très connus. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse poser des questions si vous en avez. Fanny, je crois que tu as une question. Je ne sais pas si tu l'as vu un petit peu plus haut. C'est une question d'Amina qui, je pense, pose la question sur les filières technologiques. Donc j'imagine que c'est pour l'accès à la fac de droit, hein, avec la question des filières technologiques. Oui, alors Amina, merci pour cette question. Il n'est pas imposé, effectivement, d'avoir un bac général et d'être issu de cette filière-là pour postuler. Il y a donc des filières technologiques qui peuvent entrer en fac de droit, ça n'est pas incompatible. Néanmoins, là encore, les universités sont un peu maîtresses de la situation et donc elles proposent parfois des parcours un peu renforcés pour les candidats qui viennent de filières technologiques. Elle leur propose une place, mais avec des parcours un peu renforcés. Alors ça peut passer par des cours en plus ou des renforcements qui s'ajoutent en fait aux enseignements parce qu'on estime que peut-être vous avez un peu de lacunes ici ou là. Et donc, mais c'est parfaitement possible. En tous les cas, je vous invite évidemment à postuler pour, si c'est ce que vous voulez faire, pour mettre toutes les chances de votre côté. Ça n'est pas, en tous les cas, rédhibitoire. Quelles sont les langues en LV2, nous demande Rachel. Rachel, je vois votre question. Merci Rachel. Alors là, c'est pareil, ça dépend vraiment des universités. Il y a des universités qui proposent des enseignements très variés en langue.
Je pense notamment au japonais, au chinois, qui sont des enseignements à succès. Parce que effectivement, quand notamment on est attiré par la filière internationale ou qu'on a une appétence pour les langues, ça peut être intéressant de suivre des parcours dans des langues un peu exotiques ou des langues rares. Mais toutes les universités ne le proposent pas. Donc là, mon conseil, c'est quoi? C'est au moment des propositions d'admission, qu'on espère hein, que vous aurez en nombre important, eh bien, regardez sur les sites des universités quelles sont les langues qui sont proposées, quels sont les enseignements qui sont proposés, parce qu'il y a une grande diversité. Il y a des facs qui font des cours de langue et il y a des facs qui font des cours de droit en langue étrangère. Donc regardez, faites votre marché. L'intérêt de la procédure Parcoursup, c'est que comme vous avez des propositions d'admission sans forcément une exclusivité sur une filière, vous avez la possibilité, vous, d'avoir la main sur le choix que vous allez faire. Donc regardez sur les sites internet, voir ce qui vous intéresse le plus. Naïda, quelles sont les méthodes à adopter pour vraiment réussir une licence de droit lorsque nous sortons du lycée? Très bonne question. Alors j'espère ne pas vous avoir fait trop peur, Naïda, c'était pas du tout l'objet hein, de cette conférence. Néanmoins, vous avez raison. Finalement, les deux messages que j'ai voulu faire passer, c'est un, les études de droit, attention, c'est quand même difficile aujourd'hui parce que c'est devenu sélectif. Et deux, on ne prend pas trop de risques quand on va en droit parce qu'il y a une grande diversité des horizons et des débouchés. Donc oui, c'est difficile et vous avez raison de vous interroger dès maintenant sur les méthodes à adopter. Bon, moi, la méthode à adopter, pour moi, elle est très simple. C'est que si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté de faire une formidable année, il y a des solutions qui consistent à venir en prépa dans un organisme qui propose des encadrements et vous êtes encadré, vous êtes suivi toute l'année et nos étudiants ont des taux de réussite absolument époustouflants. Donc c'est pour moi la meilleure solution, c'est de ne pas prendre de risques, sachant qu'en plus, vous l'avez vu, il y a une procédure de sélection en master, ce qui fait que même si on valide sa licence, encore faut-il la valider avec d'excellentes notes parce qu'on va être sélectionné à l'entrée en master. Et tout le monde n'aura pas de master. Il y a à peu près 50% d'étudiants qui n'ont pas de master. Donc autant avoir une licence la meilleure possible. Donc pour moi, une prépa, c'est la meilleure solution. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Naïda, est-ce que vous avez obtenu une réponse suffisante? Alors, on va continuer à parler hein, des méthodes pour réussir, bien sûr, ces études de droit en sortant du lycée. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, je propose sans transition. Et merci beaucoup Fanny d'abord hein, pour cette présentation, comme toujours, très claire pour les participants. Je me suis permis au fil de ta présentation de remettre hein, les adresses du site étudiant en droit et du site mission droit dans le fil de discussion pour faciliter la navigation des participants. Et donc, cette présentation étant faite, reste avec nous, hein, Fanny, parce que tu pourras être amené à intervenir à nouveau. Mais nous allons passer la parole à Maxime. Maxime, je vais te laisser réactiver ta caméra et bah, nous donner un peu ton témoignage d'étudiant qui sûrement intéressera quand même les participants. Et là encore, on aura ensuite un temps de questions-réponses. Voilà, je coupe ma caméra et mon micro. Je te laisse quand même activer les tiens, Maxime, pour vérifier que tout fonctionne. Super, c'est bon de Parfait. mon côté. Merci Maxime, bonne présentation. Merci pour ces présentations. Bonjour à toutes et tous. Pour remettre un petit peu d'éléments de contexte sur qui je suis et ce que je fais, dans la continuité de ce qu'ont dit Fanny et Mathieu, je suis Maxime, je suis en train de terminer mon Master 2 en droit des affaires. Donc avant ça, j'ai effectué une licence de droit avant de m'orienter en droit des affaires avec la sélection Master 1. Et ensuite, j'ai suivi un Master 2 dans le même domaine. Et entre les deux, j'ai passé, comme l'a dit Mathieu et l'a répété Fanny, l'examen d'accès au CRFPA, qui est l'un des moyens d'accès à une école des avocats qui vous permettra, in fine, de prêter serment et enfin d'être avocat. Et c'est justement lors de la préparation de cet examen que j'ai découvert le centre de formation juridique. J'ai suivi l'une des préparations pour me préparer au jour J aux écrits et j'ai découvert avec cette opportunité la pédagogie, mais surtout la grande disponibilité et les méthodes d'enseignement qui, en tout cas pour ma part, m'ont convenu. Et je me suis dit, avec un petit peu de recul, qu'il y a des multitudes de services et
pas mal de points sur lesquels j'aurais aimé être aidé et j'aurais aimé bénéficier justement de cet accompagnement et de cette pédagogie durant mes années de licence, surtout la première, parce qu'à mon sens, la première était la plus difficile et je pense que les autres étudiants en droit me contradiront pas sur ce point-là. La première année de droit, vous le savez, enfin, vous en doutez sûrement, et pour ne pas trop me répéter avec ce qui a été dit précédemment, c'est assez stressant, pour ne pas dire anxiogène pour certains. Quoi qu'il arrive, même si on a toutes et tous des réactions différentes au stress, il y a forcément un moment donné où on va être confronté au stress ou à l'angoisse parce que, comme cela a été dit précédemment, ça reste des cursus qui sont assez exigeants, chronophages, et les attentes des enseignants et parfois les vôtres envers vous-même sont assez élevées, ce qui nécessite d'être assez attentif et surtout travailleur tout au long de l'année. Pourquoi c'est stressant? En tout cas, pourquoi moi, j'ai connu le stress à plusieurs moments, la L1, premièrement, à cause de l'université en elle-même, hormis le fait d'aller à un endroit différent, de découvrir de nouveaux locaux, de ne pas forcément être avec les personnes que l'on connaît, il y a une nouvelle organisation qui est propre à l'université. J'entends par là la semestrialisation, alors qu'au lycée, vous êtes habitué à travailler par trimestre, donc l'année est découpée différemment. Il y a, et je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Fanny, mais les travaux dirigés et les cours magistraux, qui constituent des temps phares qui doivent être suivis par les étudiants avec la plus grande attention. Il en résulte de cette nouvelle organisation, en tout cas c'était une des observations que je me suis faite en arrivant en L1, plus de liberté et beaucoup plus de temps libre. Donc directement, il y a eu cette question qui était de savoir comment je vais m'organiser. Est-ce que je dois faire un planning? Parce que c'est pas forcément le cas au lycée où en fait les journées et les semaines sont très rythmées par l'organisation qui a été prévue par le lycée au cas par cas, et les semaines sont assez remplies, ce qui n'est pas forcément le cas à l'université en première année. Pourtant, vous avez plus de travail qu'au lycée. Donc, il y a eu déjà cette première variable d'ajustement. Et c'est aussi l'une des sources majeures de stress, en tout cas, l'un des plus gros pièges à éviter. Sur la typologie des événements ou des modalités d'organisation de la L1 à propos desquels j'aurais aimé bénéficier d'une aide, évidemment, dans un premier temps, je me dis que ça aurait été vraiment bien d'avoir un tuteur pour tout ce qui concerne les enseignements et l'organisation. Être accompagné par un enseignant sur ce qui est, pour la partie des éléments techniques et des connaissances, c'est pas mal. Moi, j'aurais aimé d'ailleurs m'organiser même avant d'arriver à l'université, commencer à prendre de l'avance sur certaines notions. Par exemple, je sais qu'en première année, nous avons vu ce qu'était la jurisprudence, nous avons appris à faire des recherches juridiques. J'aurais peut-être aimé savoir avant ce qu'était la jurisprudence, parce que j'ai compris au bout de 2-3 mois que c'était l'ensemble des décisions qui étaient rendues par les tribunaux et les juridictions, et que ça constituait à part entière des éléments de connaissance que je devais connaître, mais sans savoir ce qu'était la jurisprudence, c'était compliqué de la connaître. Donc j'aurais quand même aimé prendre de l'avance, par exemple par le biais d'un stage d'été, sur certaines notions, la jurisprudence, l'état de droit, tout ce qui concerne le droit de la famille et l'ensemble des matières qui au final sont enseignées en première année, mais qui sont à cheval entre le droit purement technique et des éléments de culture générale. Donc c'était une découverte assez tardive, j'aurais aimé m'y prendre un petit peu plus tôt. Et je pense que c'est assez bien quand même d'être accompagné par un enseignant ou un tuteur pour revoir certaines notions qu'on a vues en cours magistral ou en séance de travaux dirigés. Comme l'a dit Fanny, certains chargés de TD et certains enseignants ou professeurs agrégés ne prennent pas forcément le temps d'expliquer certaines notions qui nous paraissent de prime abord très compliquées, parce qu'on les voit, j'ai envie de dire, dans le feu de l'action, en étant dans l'amphithéâtre. Et puis parfois ça arrive, même si c'est très bien expliqué, de ne pas comprendre, c'est assez naturel. Et même si certaines universités vont vous dire que les professeurs sont assez disponibles, que les chargés de travaux dirigés voilà, ceux sont sympathiques, sont proches des étudiants, mais encore faut-il oser aller les voir, oser poser des questions, et puis avoir ces questions au moment même où on a l'enseignement. C'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, ah bah c'est vrai, j'ai vu cette notion il y a 3 semaines, par exemple, mais je ne vais pas aller voir le chargé de travaux dirigés ou l'enseignant 3 semaines plus tard en lui posant la question, au risque de passer pour un idiot ou quelqu'un de déconnecté ou pas concentré. Enfin, il y a quand même cet aspect psychologique dans le fait d'aller voir un enseignant ou un chargé de travaux dirigés qui est beaucoup plus âgé que nous et lui poser une question au risque de nous ridiculiser, ou en tout cas on pense en première année, pas du tout à juste titre, mais on le pense qu'on va se ridiculiser. Donc c'est pas mal d'avoir un tuteur ou un enseignant qui sera sûrement beaucoup plus disponible que le personnel de l'université et
sera plus à l'aise et plus à même de répondre à nos questions. Ensuite, comme Fanny l'a dit, l'année est rythmée par les séances de travaux dirigés, qui constituent à part entière une partie de votre notation afin de valider votre année. Toutefois, lors de la préparation de ces séances de travaux dirigés, en pratique, l'enseignant va donner une plaquette à l'étudiant avec une multitude d'exercices à réaliser sur le fondement plus ou moins ça dépendra des universités, mais d'une masse de documents qui peut être parfois importante, mais c'est un travail qui se réalise seul. Donc, des fois, il arrive en première année, même en deuxième ou en troisième, si on n'a pas vraiment posé des bonnes bases dès le départ, de se tromper, c'est-à-dire de lire les documents, de ne pas les comprendre, du moins de ne pas prendre les éléments qui étaient importants dans ces documents afin de réaliser l'exercice, et se rendre compte que même si on y a donné du cœur, même si on y a travaillé pendant assez longtemps, on a 8, et ensuite on essaie de changer la méthode, on a peut-être 9, peut-être 8, peut-être 7, en tout cas pas assez pour valider son année, et on met un petit peu de temps à voir là où on a des failles, là où on a manqué peut-être de précision, là où on n'a pas compris tel ou tel élément. Et c'est vrai que c'est assez dommage d'attendre d'avoir une mauvaise note pour comprendre. Et moi, j'aurais aimé des fois qu'un enseignant me dise assez précisément ce que les enseignants n'ont pas le temps de faire. Eh bien, sur cette partie précise, dans telle explication ou dans tel raisonnement, t'as pas bien fait des choses parce qu'il aurait fallu le faire comme ça. Mais par contre, cette idée était intéressante, tu aurais pu la développer, etc. Donc, il y a un retour à voir sur les copies. Et comme l'a dit Fanny en séance de travaux dirigés, les étudiants sont une vingtaine, une trentaine. Donc, on se retrouve un petit peu avec la même ambiance qu'au lycée, sauf que tout est noté ou presque. Et on aurait, enfin, moi, j'aurais en tout cas bien aimé avoir un retour plus précis sur mes copies. Ensuite, en suivant ces séances de travaux dirigés, vous avez quand même ce travail à faire à la maison qui est assez consistant et qui d'ailleurs nécessite une organisation à part entière. Souvent, et comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais d'établir un planning. Vous avez quand même beaucoup d'éléments de cours à retenir. Et la principale difficulté, c'est qu'ils sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus nombreux qu'au lycée. Et pour les aborder au mieux et ne pas perdre de temps, il est primordial, il est nécessaire d'avoir une très très bonne organisation. J'aurais aussi aimé qu'on m'aide à établir cette organisation. Je pense avoir trouvé la bonne organisation, en tout cas celle qui était faite pour moi vers la troisième année de licence de droit. Ça s'est ressenti sur mes résultats où j'ai vraiment explosé. Enfin, j'ai monté en puissance à partir de la troisième année de droit et ça s'est encore amélioré avec le Master 1 et Master 2. Mais si j'avais pu performer un petit peu plus tôt, ça aurait été pas plus mal. En tout cas, ça m'aurait enlevé un poids dès le départ sur ce qui concerne la notation. Dernièrement, sur, encore une fois, la préparation des séances de travaux dirigés, même si parfois les copies des étudiants sont assez bien, les enseignants ont quand même tendance à mettre une bonne note et à dire que tout était bon. Mais même lorsque c'est bon, on peut avoir la volonté de s'améliorer. Par exemple, si on a eu 13, on veut peut-être monter à 15. Et si on a eu la chance d'avoir 15, on veut peut-être monter à 16. Et dans ce cas-là, on se retrouve souvent en tant qu'étudiant, en première année ou même en deuxième, face à un vide. L'enseignant va me dire, bah, écoute, tout est très très bien sur ta copie. Toutefois, je ne peux pas faire plus pour toi parce que voilà, tu as eu 13, c'est déjà très bien. Et si on veut s'améliorer, bah, on se retrouve en fait face au vide parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'on pourrait faire de plus. Donc encore une fois, sur ces éléments, je me dis que ça aurait été plutôt bien d'avoir quelqu'un qui m'accompagne et qui me dise assez tôt comment performer de manière encore plus efficace. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des principales difficultés qu'on pourrait rencontrer en première année de droit, si ce n'est les difficultés qui peuvent être d'ordre psychologique et inhérents à chaque personne, donc que j'aborderai pas. J'ai voulu plutôt me concentrer sur les difficultés purement techniques, organisationnelles et le stress inhérent à la formation. Si j'ai raté des difficultés, ou du moins si vous en avez vu, ou si vous avez des questions relatives aux difficultés que j'aurais pas abordées, bah écoutez, n'hésitez pas, ça serait un plaisir d'y répondre. Merci Maxime pour cette présentation forcément très éclairante puisque c'est encore tout frais pour toi ces études de droit, y compris la première année. Alors j'ai vu passer une question de Naïda que je me suis permis de lui demander une petite précision puisqu'elle demande si une tutelle, mais en fait je pense que c'est un tutorat
dont vous parlez, hein, Naïda, est possible de la L1 en L3. Donc elle veut savoir, en fait, Naïda, s'il y a une personne de l'université ou un étudiant qui accompagne tout au long de l'année l'étudiant à l'université. Alors moi, je pourrais répondre pour la partie CFJ, mais toi, Maxime, de ton expérience, est-ce qu'un tel service était proposé dans l'université à laquelle tu étais inscrite? Bah, je te laisserai y répondre pour la partie CFJ, mais en tant qu'étudiant, j'ai fait deux universités, une en Bretagne et une à Toulouse, et dans les deux, il n'y avait pas de service de tutorat. Bon, ce qui est toujours envisageable, c'est de s'organiser entre amis pour travailler, mais souvent l'un des principaux problèmes, c'est que nos amis ont le même niveau que nous, ou en tout cas ne connaissent pas mieux les notions que nous. Et si tant est qu'un service de tutorat soit organisé, ce que je n'ai pas connu, à la limite, ce qui serait possible, c'est d'avoir un étudiant qui pourrait répondre à votre question parce qu'il est plus âgé que vous ou plus avancé dans le parcours universitaire, mais je n'ai pas connu de programme de tutorat à proprement parler. Ça aurait été utile, mais malheureusement, c'est très très peu organisé par les universités. Ça reste pour des questions budgétaires ou organisationnelles, je sais pas, mais en tout cas, je n'en ai pas rencontré. Et à ma connaissance, il n'y a pas de programme de tutorat formellement organisé dans les universités. Et s'il y en a, je n'en ai pas eu connaissance. En tout cas, je n'en ai pas bénéficié malheureusement. D'accord, merci Maxime. Je me permets juste de dire, il y a un truc très important que tu viens de dire. Tu viens de parler d'un travail collectif. Ça peut être quand même un élément intéressant, c'est-à-dire que bien sûr qu'un tutorat est utile, être suivi par un étudiant est utile, et nous, ça fait partie des services que nous proposons. Des principaux services d'ailleurs que nous proposons, cet accompagnement de l'étudiant pendant toute l'année. Mais indépendamment de cet accompagnement, un des risques quand on étudie en fac, c'est de s'isoler. On se retrouve dans un grand amphi, on ne connaît pas grand monde, etc. Donc si vous avez la possibilité de trouver des personnes sérieuses et qui est une personnalité sympathique par ailleurs, hein, évidemment, euh, c'est toujours mieux d'être à plusieurs pour échanger ses expériences, faire preuve d'un peu de solidarité et travailler. Il faut trouver bien sûr des personnes qui vous tirent vers le haut plutôt que vers le bas. Mais en tout cas, ça peut être un élément intéressant, hein, cette idée de travail collectif. Ça remplace pas un tutorat, mais c'est important dans le cadre, je pense, des études universitaires. Euh, Très bien, Naïda, je pense j'espère qu'on a répondu à votre question, et s'il n'y en a pas d'autres, deux questions, eh bien, je vais me permettre de prendre la main pour vous parler désormais des accompagnements du CFJ. Et donc, je vais du coup partager mon magnifique PowerPoint, qu'en réalité, j'ai très largement emprunté à Fanny qui a fait le gros du travail, mais c'est ça aussi le travail d'équipe, on en parlait il y a un instant. Donc, là, je vais vous parler du CFJ, de ce que nous proposons en complément de l'université. Nous, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement des étudiants à la fois progression universitaire, mais aussi dans l'accompagnement, je dirais, humain également, hein. C'est un accompagnement qui n'est pas qu'universitaire, c'est aussi un accompagnement de l'humain et de la manière dont petit à petit vous allez monter en compétences, gagner en autonomie et apprendre progressivement non seulement à réussir, mais aussi à aimer le droit. Moi, je pense que pour réussir et pour qu'il y ait du bien-être, il faut prendre plaisir à ce que l'on fait et à ce que l'on apprend. Et c'est aussi ce qu'on essaye de transmettre aux étudiants qui suivent nos préparations. Alors, nous, ce qu'on propose, ce sont en fait différents stages qui vont se succéder dans l'année et qui vont en quelque sorte épouser le planning de l'université. Concrètement, Fanny vous l'a très bien expliqué et Maxime est revenu dessus. L'université, c'est d'abord un parcours qui est semestrialisé. Vous avez 2 semestres et vous avez pour chacun de ces 2 semestres un temps de contrôle continu avec des travaux dirigés et un temps de contrôle final avec des partiels. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous proposer des accompagnements qui correspondent justement à cette temporalité. Mais avant même que commence le premier semestre, il faut déjà se préparer. Et donc, nous avons un premier stage que nous proposons, qui est le stage de pré-rentrée, qui, comme vous l'aurez deviné, comme l'indique son nom, intervient un peu avant la rentrée à l'université. Les objectifs, ils sont assez simples.
D'abord, il s'agit de reprendre un rythme de travail. Vous avez eu votre bac, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, vous avez, c'est bien légitime, profité de votre été, de vos vacances pour récupérer, pour faire la fête, peut-être pour travailler aussi, parce que certains d'entre vous vont prendre un job pendant l'été. Mais quoi qu'il arrive, vous allez un peu déconnecter, voire totalement déconnecter avec le travail au sens scolaire du terme. Donc l'intérêt déjà du stage de pré-rentrée, c'est de reprendre un rythme de travail, hein, de se relever le matin, d'assister à des cours, reprendre des notes et se remettre un peu dans le bain. Et ça déjà, c'est un gros plus pour les étudiants. Et d'ailleurs, je dirais aussi pour les parents, ça les rassure de voir leur enfant qui reprend ce rythme progressivement et qui du coup a cette période un peu de transition avant d'entrer à l'université, avant d'aller dans le grand bain, comme on dit. Le stage de pré-rentrée, il va également vous aider à vous organiser efficacement. On l'a dit tout à l'heure, il faut faire preuve de beaucoup d'autonomie à l'université. Ça suppose de savoir s'organiser et ça fait partie des choses que nos enseignants vont vous transmettre à l'occasion de ce stage. Vous allez, à l'occasion du stage de pré-rentrée également, découvrir avec un temps d'avance sur les autres, il faut bien le dire, les principales notions qui vont être étudiées pendant l'année. Il est évident que sur le temps imparti, on ne va pas faire tout le programme de l'année, mais on va déjà attaquer les notions qui sont les plus importantes, on va les décortiquer, de sorte que lorsque vous allez rentrer à l'université, eh bien, vous aurez déjà des connaissances, et donc vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, vous suivrez beaucoup mieux les cours, et vous préparerez plus efficacement vos travaux dirigés. On va également vous présenter les principaux exercices juridiques, que sont la dissertation, le cas pratique ou le commentaire, ce qui vous permettra d'adopter les bons réflexes méthodologiques, parce que malheureusement, dans certaines universités, c'est pas le cas partout, mais dans certaines universités, vous n'avez pas forcément un accompagnement méthodologique euh, très poussé, de sorte qu'on vous demande vite de faire une dissertation juridique ou un commentaire, sans vraiment avoir pris du temps pour vous expliquer comment on fait. Et c'est souvent de manière très empirique qu'ensuite les étudiants apprennent. Concrètement, ça veut dire en ayant des notes parfois pas terribles au début, et petit à petit, par déduction, ils apprennent à faire une dissertation, un commentaire. Nous, c'est ce qu'on veut éviter. On veut vous donner en amont les bons outils pour que vous sachiez ce qu'on attend de vous pour une dissertation, ce qu'on attend de vous pour un commentaire, ce qu'on attend de vous pour un cas pratique. Ça ne veut pas dire que vous saurez en faire tout de suite, parce que malgré tout, il faut s'entraîner, mais en tout cas, là encore, vous aurez un temps d'avance sur les autres. Comment il se déroule, ce stage de pré-rentrée? D'abord, ce qui est prévu, c'est d'organiser nos stages de pré-rentrée sur la semaine du 24 août. C'est une bonne semaine pour se remettre au travail. On est un peu avant la reprise des cours à l'université, mais le gros des vacances est déjà passé. Donc nous organiserons nos sessions la semaine du 24 août. Il n'est pas impossible que d'autres sessions ouvrent, mais pour le moment, en tout cas, c'est sur cette semaine qu'auront lieu nos stages de pré-rentrée. On s'efforcera d'organiser les cours sur des demi-journées du lundi au vendredi, ce qui laissera donc une demi-journée de libre à chaque étudiant pour soit réviser, soit faire toute autre chose, et donc avoir une période de transition quand même plus agréable avant la reprise des cours à l'université. Ces stages de pré-rentrée, ils seront en classe virtuelle, en direct. Donc, concrètement, comme aujourd'hui d'ailleurs, vous vous connectez à votre classe virtuelle et vous assistez au stage de pré-rentrée. Vous pouvez poser vos questions tout au long du stage. L'un des intérêts étant que vous n'avez pas de temps de transport ou de déplacement, et que même d'ailleurs si vous êtes sur un lieu encore de vacances, vous pouvez tout à fait participer à ce stage, y assister. C'est un énorme avantage, quel que soit l'endroit dans la France où vous êtes, pourvu que vous ayez une connexion Internet correcte, vous pouvez suivre notre stage de pré-rentrée. Et si vous ne pouvez pas assister à tous les cours, on y reviendra dans un instant, on fait en sorte que vous puissiez revisionner ces cours. Cours qui seront en petits effectifs. Donc une vingtaine d'étudiants maximum par groupe, ce qui permet de favoriser l'interaction avec les enseignants, de prendre le temps pour que vraiment ce stage de pré-rentrée vous soit pleinement bénéfique. Donc il n'est pas question de vous mettre dans des groupes de 100 étudiants pour faire une pré-rentrée. Ce n'est pas du tout notre logique. Et donc, comme je le disais il y a un instant, puisque les cours sont filmés, vous pouvez les regarder en différé, soit les revisionner,
parce que vous avez envie de re-regarder un point du cours, soit les regarder parce que vous n'avez pas pu assister. Parfois, sur une demi-journée, vous aurez une impossibilité. Rassurez-vous, vous ne raterez rien, vous aurez le stage en différé qui sera mis dans les 24 heures à votre disposition. Donc vous ne raterez rien de ce stage de pré-rentrée. S'agissant du contenu de ce stage, on propose donc 20 heures de cours collectifs en classe virtuelle pour schématiser 10 heures de droit public, 10 heures de droit privé. Vous aurez également un rendez-vous avec un tuteur. On parlait du tutorat tout à l'heure, on vous permet d'échanger avec un étudiant en droit de niveau licence 3 ou master 1 qui justement vous donnera un certain nombre de conseils pratiques pour préparer votre rentrée. Vous aurez une messagerie avec les enseignants. Donc si vous avez des questions qui apparaissent, parce que on ne pense pas forcément à toutes les questions au moment où on assiste au cours, pas de souci, vous pourrez utiliser la messagerie et vous adresser à vos enseignants en direct et ils répondront à vos questions. On vous donne également un manuel de méthodologie, donc on vous l'explique de vive voix, mais vous avez aussi un manuel auquel vous reportez pour bien comprendre les attentes s'agissant des principaux exercices juridiques. Et on vous donne également un code civil. Le code civil, c'est un outil indispensable pour vos études de droit. C'est compris dans le stage. On en met un à votre disposition. Soit vous pourrez venir le chercher dans nos locaux à Paris, soit on vous l'adressera par la poste. Et on ne va pas seulement vous donner un code civil, on va également vous expliquer comment l'utiliser. Et donc là encore, vous aurez un temps d'avance qui peut être bienvenu avant de commencer votre première année. Voilà pour ce stage de pré-rentrée, qui est donc le premier stage chronologiquement que nous proposons. Quelques mots très rapides sur l'inscription à ce stage. Je ne parlerai pas des inscriptions aux autres stages que nous proposons, parce que c'est un peu tôt dans l'année, mais le stage de pré-rentrée, lui, commence très tôt, et surtout, les inscriptions, elles sont ouvertes dès à présent. Elles se font en ligne aujourd'hui sur le site mission-droit.fr, mission-droit.fr, donc vous cherchez le stage de pré-rentrée, et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme on l'a dit, les groupes sont plafonnés à 20. Donc, il est recommandé de réserver votre place. Nous aurons bien sûr plusieurs groupes, mais nous avons aussi nos propres contraintes, hein, notamment nos profs ne peuvent pas non plus se démultiplier. Donc, il arrive un moment où on fermera les inscriptions et on sera ferme hein, sur ce plafond de 20 étudiants, c'est 20 étudiants, pas plus. Donc on vous recommande de réserver votre place si le stage vous intéresse. Vous allez peut-être vous dire, ah oui, mais si finalement, on ne sait jamais, j'ai pas mon bac, ou je ne suis pas pris à la fac de droit, je vous rassure, vous pouvez annuler, enfin vous pouvez vous désinscrire avant le 10 juillet, et vous serez intégralement remboursé, hein. Il n'y a pas de frais de dossier ou autre chose, et on ne vous demandera pas non plus de motiver cette désinscription. Voilà, donc là l'idée c'est de réserver sa place, mais si jamais vous ne pouvez pas, finalement vous ne souhaitez plus vous inscrire, eh bien vous pourrez vous désinscrire et obtenir un remboursement intégral. Voilà donc pour le stage de pré-rentrée. Il y a ensuite, on l'a dit, donc ce premier temps, une fois qu'on est rentré à l'université, qui est le temps des TD, du contrôle continu. On vous l'a dit, vous aurez des travaux dirigés dans, en principe, 2 matières fondamentales pour chaque semestre. Et donc, comme le nom le laisse suggérer, ces matières fondamentales sont les matières les plus importantes pour réussir son semestre. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un accompagnement aux travaux dirigés. Les objectifs sont les suivants. On vous aide à bien comprendre les enjeux de la séance de TD, parce que souvent, on vous donne une fiche de TD et vous vous dites, oui, mais ok, mais à quoi ça sert par rapport au cours en amphi que j'ai? Quel est l'intérêt d'avoir les documents qu'on me donne dans cette fiche? Donc nous déjà, on resitue la fiche par rapport aux cours d'amphi, par rapport aux thématiques qui sont celles du TD, donc l'articulation entre le TD et le cours magistral.
Ensuite, cette fiche de TD, il va falloir la comprendre. On vous donne des documents, ça peut être des articles, ça peut être de la jurisprudence, et donc il faut essayer de comprendre ces documents. Notre rôle, c'est de vous donner les outils pour que vous puissiez les comprendre, ces documents. Donc on va vous proposer notamment une synthèse des principaux documents de la fiche, et on vous donnera aussi des éléments de vocabulaire, des liens vidéo qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'il y a dans votre fiche, et donc de mieux participer en TD. Je rappelle que la note de participation compte en TD, mais même vous, d'être quand même un peu plus à l'aise dans vos apprentissages. La plupart des chargés de TD vous donneront des devoirs à la maison. Alors à des fréquences qui peuvent être variables, soit une fois par semaine, soit une fois toutes les 2 semaines. Certains chargés de TD ne relèvent qu'un seul devoir pendant le semestre, mais ils en donnent pendant toutes les séances. Voilà, chaque chargé de TD définit un peu les règles qu'il veut. Nous, on est là pour vous aider à préparer ces devoirs. C'est un service qui est quand même utile. Alors attention, je précise, on ne fait pas les devoirs à votre place. On vous aide à les faire. Si vous ne comprenez pas bien le sens du sujet, si vous avez besoin de connaissances, si vous avez besoin d'avoir un retour sur le plan que vous vous apprêtez à adopter, nos enseignants vont vous répondre, vont vous aider, vont vous accompagner. C'est vraiment ça le terme, c'est de l'accompagnement. Mais à la fin, c'est quand même, il faut que ça soit votre devoir. Et nos profs ne sont pas là pour vous donner un plan qui, de surcroît, serait le même plan pour tout le monde, ce qui serait, à mon avis, très peu productif et surtout très mal vu par l'université. Donc, vous aider à progresser, oui, vous cadrer, oui, mais on ne fait pas le travail à votre place. Vous aurez, dans certaines universités, là encore, les règles sont très variables selon les universités, mais vous aurez en principe un galop d'essai qui aura lieu à peu près à la moitié du semestre. C'est une sorte de répétition générale avant le partiel. Et ce galop d'essai, il faudra le préparer, le réviser. Là encore, nous serons là pour vous y aider, pour que vous puissiez valider ce galop d'essai et avoir la meilleure note possible. Souvent, il a un gros coefficient dans la note de contrôle continu. Ça peut être 30% ou jusqu'à 50% de la note de contrôle continu. Donc il faut être bien préparé à ce galop d'essai. Comment se déroule ce stage? Nous, notre accompagnement, il est centré sur l'accompagnement individuel, vous l'aurez compris. Donc, tout ce que vous aurez pendant le semestre, ce sont des cours individuels qui seront à programmer en fonction de votre emploi du temps. Et évidemment, à l'occasion de ces cours individuels, vous allez travailler sur votre fiche et ou sur les devoirs à préparer. Et donc vous aurez votre prof dédié, entre guillemets, pour chaque matière fondamentale, qui va vous accompagner tout au long du semestre. En plus de cet accompagnement par un enseignant, vous aurez une analyse de votre fiche de TD qui sera accessible sur votre espace pédagogique, espace dont Eva vous parlera tout à l'heure. Vous chargez votre fiche de TD, vous récupérez l'analyse de votre fiche dans un délai de 48 heures sur votre espace pédagogique. Bien qu'il y ait des cours individuels, vous pourriez avoir des questions à poser à votre enseignant sur le devoir à la maison, ou parce que finalement, en relisant vos notes, vous dites, bah non, je pensais avoir compris ça, mais je ne l'ai pas compris. Rassurez-vous, vous avez une messagerie illimitée, et vous pourrez donc interagir avec vos enseignants tout au long du semestre. Vous serez donc systématiquement accompagné. De la même façon, vous accéderez en ligne, là encore tout le semestre, à diverses ressources pédagogiques, ce qui vous permettra, là encore, d'avoir des éléments importants, soit de fond, des éléments de cours, soit de méthodologie, puisqu'on vous propose notamment des manuels et des vidéos de méthodologie. S'agissant du contenu concret de cette préparation au TD, vous aurez donc 10 cours de 30 minutes par matière et par semestre à programmer avec votre enseignant, 10 analyses de fiches de TD, car dans la plupart des universités, vous aurez 10 fiches de TD par semestre et par matière fondamentale. C'est la raison pour laquelle on vous propose 10 analyses. Une aide aux devoirs, un manuel de méthodologie, et enfin la messagerie illimitée pendant donc la préparation des travaux dirigés.
Il nous reste à évoquer les partiels de fin de semestre, avec le stage d'entraînement au partiel. L'entraînement au partiel, il est indispensable parce que les partiels, ça va représenter la plupart du temps au moins 50% de votre note finale. Et là, nous ne serons pas là pour vous accompagner, je dirais, au fil de l'eau. Il faut qu'on vous accompagne avant qu'aient lieu les partiels, parce qu'après, vous serez tout seul face à votre copie dans un amphi. Donc, comment est-ce qu'on prépare efficacement ces partiels? Nous, on va vous aider à réviser, donc à revenir sur les notions importantes et donc à démêler ce qui est indispensable et ce qui l'est moins, ce qui est plus accessoire. Ça, c'est quelque chose qui est important. Les étudiants ont souvent du mal à déterminer ce qu'il faut connaître impérativement et ce qui relève davantage de l'approfondissement. Or, quand on révise, par hypothèse, il faut concentrer ces révisions sur les points indispensables pour affronter les épreuves qui vous seront proposées. Donc, on va vous aider à réviser. On va, et c'est sans doute le plus important, vous entraîner. On va vous proposer des exercices et le but, c'est que vous rendiez des copies et que sur la base de ces copies, on puisse vous aider à progresser. Appuyer sur ce qui est bien et appuyer aussi sur ce qui est moins bien pour que vous puissiez identifier vos principaux axes de progression. Et c'est ainsi que vous allez petit à petit vous mettre au niveau et arriver à votre partiel en vous sentant parfaitement prêt. Et donc c'est ça l'objectif de ce stage d'entraînement au partiel. Stage qui se déroule de la façon suivante. D'abord, du point de vue de la temporalité, on ouvre en général ce stage quelques semaines, 3 semaines avant le déroulé des partiels, pour que vous ayez le temps de mettre en place votre accompagnement, que vous ayez le temps de rendre vos copies et de poser vos questions. Donc, pas trop tôt non plus, que lorsque les partiels sont une perspective éloignée, vous risquez de ne pas suffisamment vous investir, mais suffisamment longtemps à l'avance pour que ce stage soit pleinement efficace. Vous aurez des cours individuels pour reprendre la méthode ou approfondir des points de cours, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc vous calerez vos cours en direct avec vos enseignants, les enseignants qui vous auront été attribués, et vous accéderez pendant toute la durée du stage à des sujets qui seront adaptés à votre programme, hein, le programme suivi dans votre université, et qui vous permettront de vous entraîner. Et comme vous allez vous entraîner, nous, on va corriger vos copies de façon détaillée en 48 heures. J'insiste là-dessus, le but, c'est pas seulement de vous donner une note, le but, c'est de bien annoter vos copies pour que vous compreniez ce qui est positif et ce qui l'est moins, et que vous puissiez très vite corriger le tir. Donc nous, on n'est pas seulement dans l'idée de corriger vos copies rapidement, on est dans l'idée de les corriger de façon qualitative pour que cela vous soit pleinement bénéfique. Donc pour conclure, sur ce stage d'entraînement au partiel, vous aurez pour chaque matière fondamentale 3 exercices d'entraînement et donc 3 copies corrigées en 48 heures. 3 heures de cours particuliers à positionner en lien avec l'enseignant de la matière concernée. Et donc, pendant ces 3 heures, on va travailler vraiment sur des points qui sont importants pour vous, parce que vous ne les avez pas bien compris, ou un type d'exercice avec lequel vous avez plus de mal, par exemple. Vous aurez un manuel et des vidéos de cours pour réviser également. Et enfin, et toujours, vous l'aurez compris, hein, c'est une constante dans toutes nos formations, cette fameuse messagerie limitée qui vous permet en permanence d'avoir un retour sur vos questions de la part de vos enseignants. Voilà donc pour cette succession de stages qui accompagnent le programme de l'université et que vous retrouvez sous la forme de ce schéma qui est également présent dans la brochure dont je vous ai donné le lien tout à l'heure. Vous voyez donc le déroulement de l'année universitaire, notre stage de pré-rentrée à droite, hein, nos accompagnements sont à droite, l'année universitaire est à gauche, le stage de pré-rentrée un peu avant votre rentrée, l'accompagnement OTD qui donc épouse, entre guillemets, le déroulement du contrôle continu à l'université, la révision des partiels un peu avant les partiels, et rebelote pour le deuxième semestre. Voilà donc pour la dimension temporelle de nos accompagnements. Quels sont nos atouts? Je dirais que notre premier atout, c'est notre équipe
enseignante. Nous avons une équipe qui est composée d'enseignants d'abord, et c'est important, expérimentés. En fait, je vais essayer de le formaliser un petit peu différemment. Aujourd'hui, il est possible d'être mis en relation avec des enseignants par des plateformes diverses et variées, que je ne nommerai pas ici. Et je ne dis pas que, en utilisant ces plateformes, vous n'arriverez pas à trouver des professeurs compétents. Mais je dirais que la prise de risque est plus grande. C'est vous, en fait, qui allez servir de cobaye. Vous allez être mis en relation avec un enseignant et vous verrez au bout de 2-3 séances si ça fonctionne ou pas. Nous sommes une prépa de droit. Donc d'abord, on ne propose pas que des cours individuels, vous l'avez compris, il y a des manuels, il y a des vidéos, il y a des copies corrigées, des entraînements, etc. Mais au-delà de ça, on vous met en relation avec des enseignants du centre de formation juridique. Ce sont des enseignants que nous connaissons, que nous avons recrutés et qu'on a recrutés au regard d'un certain nombre de critères. Et le premier, c'est l'expérience. Qu'ils soient aujourd'hui praticiens du droit, puisque nous avons des avocats ou des notaires ou des magistrats parfois qui interviennent dans nos différentes formations, le point commun, c'est que ils ont tous enseigné à l'université. Donc ils savent ce qui est attendu et ils ont l'habitude de répondre aux questions des étudiants. Ça, c'est indispensable. Moi, j'estime qu'on est pleinement expérimenté lorsqu'on est capable d'expliquer de 3 façons un point de cours. De 3 façons parce que, euh, à force que les étudiants nous aient posé des questions, on a fini par trouver quels sont les 3 leviers qui permettent d'expliquer une notion difficile à des étudiants. Et avant d'avoir cette capacité-là, il faut avoir au moins 3 ou 4 ans d'expérience de l'enseignement. Donc ça, c'est un premier point qui est indispensable. Euh, je ne dis pas que les très jeunes enseignants ne sont pas bons, hein, je ne dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, nous, on exige ce niveau d'expérience pour que l'accompagnement soit pleinement efficace. L'expérience et l'excellence. C'est bien d'avoir enseigné plusieurs années, mais encore faut-il être un enseignant apprécié dans ses prestations. Nous, ce que l'on fait, c'est que les enseignants, nous les recrutons dans le cadre d'un cours à l'essai. Donc en fait, nous nous mettons dans la peau de l'étudiant et nous assistons au cours de l'enseignant, ce qui nous permet d'apprécier la qualité de cet enseignement. Et en fin de semestre, les enseignants sont évalués. Et évidemment, ça permet aussi de leur faire remonter les points positifs et éventuellement quelques éléments d'amélioration pour que chaque année, encore, ils s'améliorent et que, que l'accompagnement soit le plus qualitatif possible. Donc on est vraiment euh, en permanence dans l'accompagnement aussi de nos enseignants pour qu'ils puissent s'adapter aux besoins des étudiants. Et en tout cas, nous avons vraiment cette démarche de les recruter. Ce n'est pas une plateforme, le CFJ, de mise en relation entre des parents et des professeurs. C'est un accès à une prépa proposant notamment des cours individuels dispensés par les enseignants du centre de formation juridique. Enseignants qui font également preuve de bienveillance. Ils sont disponibles, ils sont là pour vous faire progresser, ils ne sont pas là pour vous casser, et ça vous permettra aussi de vous sentir plus à l'aise. Donc cette bienveillance et cette disponibilité, c'est la marque de fabrique de notre équipe enseignante, et je crois que c'est vraiment l'atout numéro un, comme dans tout établissement, ce sont avant tout les enseignants. Le deuxième atout, c'est notre stratégie qui est centrée sur l'individualisation. Nous avons un suivi qui est adapté au programme d'abord de l'étudiant. Dans chaque université, il va y avoir un programme qui aura, allez, on va dire 80% de points communs, mais il y a 20% du programme qui est propre à une université, et je dirais même parfois à un prof au sein de l'université. Nous nous efforçons de récolter les informations qui vont nous permettre de vous proposer un suivi qui est strictement adapté au programme suivi à l'université. Donc on ne va pas développer des points de cours qui sont absents des enseignements de votre prof, et à l'inverse, on va bien insister sur les points que l'enseignant aime bien, qui sont les marottes un peu de l'enseignant, et c'est ce qui vous permettra d'avoir un accompagnement réellement adapté. Ce suivi sera également adapté à vos contraintes. Ce que j'appelle les contraintes, c'est notamment les contraintes d'emploi du temps.
comme vous l'avez vu, il y a la possibilité de convenir avec l'enseignant en direct d'un créneau pour le cours individuel. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si, par exemple, vous finissez vos cours à l'université à 17h30 et que vous avez, je ne sais pas moi, à 18h30, une obligation médicale ou autre, un engagement associatif, bref, peu importe, vous avez un créneau donc d'une heure et vous pouvez positionner votre cours dans ce créneau qui est disponible. Et dans le cadre des contrôles continus, d'ailleurs, on l'a dit, les cours sont de 30 minutes, justement pour vous donner cette souplesse. 30 minutes, c'est amplement suffisant quand on est dans un cours individuel, sachant que vous aurez deux matières fondamentales, donc en fait 2 fois 30 minutes à programmer. Et l'intérêt, c'est que vous n'avez pas à vous déplacer. Vous pouvez positionner ces 30 minutes à un moment opportun dans votre emploi du temps. Et du coup, vous vous sentez quand même là encore beaucoup plus libre que si vous aviez à vous déplacer et à assister à 1h30, 2h ou 2h30 de cours collectifs où là vous perdriez cette souplesse. Enfin, c'est peut-être encore le plus important, le suivi est adapté à vos besoins. Nous, on part du principe que chaque étudiant est différent. Chaque étudiant a ses points forts, ses points faibles, ses axes de progression. Et le but, c'est de vous proposer un accompagnement qui soit pleinement efficace en fonction de, justement, votre profil et vos besoins. Donc, on n'aura pas le même accompagnement entre deux étudiants différents. Le troisième point fort, ce sont les outils. Des outils performants. On vous propose, dans le cadre de nos accompagnements, des manuels de cours qui sont adaptés aux besoins d'étudiants en licence de droit, et pour ce qui vous concerne donc notamment en première année. Donc ce sont des manuels qui comprennent des fiches, qui comprennent des schémas ou des éléments visuels pour mieux vous aider à comprendre les notions qui sont vues en cours d'amphi. Parfois, vous sortez du cours d'amphi, vous avez quand même beaucoup de questions, vous n'avez pas réussi à prendre des notes de manière satisfaisante, vous pourrez vous reporter à nos manuels. Ensuite, ce sont nos vidéos. On met à votre disposition des vidéos de cours qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des vidéos capsules ou des capsules vidéo, c'est-à-dire des vidéos qui n'excèdent pas en principe 15 à 20 minutes sur des points de cours précis, ce qui vous permet là encore d'avoir un apprentissage ciblé sur vos besoins. Vous ne comprenez pas la notion de contrôle de constitutionnalité, vous avez une vidéo sur le contrôle de constitutionnalité qui va durer 15 à 20 minutes. Vous n'allez pas avoir besoin de vous perdre dans un cours de 5 heures pour trouver enfin le passage qui est important pour vous. Ça, c'est tout l'intérêt des vidéos capsules. Vous accédez également, dans le cadre de nos préparations, à une base de sujets corrigés qui est conséquente et qui va vous permettre de trouver votre bonheur. Vous pourrez choisir les thèmes et le type d'exercice qui vous correspondent. Et bien sûr, vous serez accompagné en cela par nos enseignants. Et ça, c'est très important. Si vous voulez vous entraîner ou avoir des exemples de sujets corrigés, l'accès à cette base, c'est un vrai plus. Et puis, nous avons une plateforme digitale innovante, c'est-à-dire l'outil numérique sur lequel se déroulera la préparation, et plateforme digitale innovante dont va nous parler Eva, qui donc s'occupe des cours de soutien et qui prendra la main, qui va prendre la main, pardon, dans quelques instants. Juste quelques mots maintenant de nos résultats. Quelques chiffres plus exactement. On l'a dit tout à l'heure, plus de 20 ans d'expérience pour le CFJ, qui a été créé en 2004. Déjà 30 000 étudiants formés, alors attention, formés dans nos différentes préparations. Donc les préparations pour les étudiants en droit de la L1 au Master 1, mais également préparation CRFPA, préparation au concours de l'ENM. Un taux de réussite en première année qui est de 97%. Attention, ça concerne les packs annuels, donc ceux qui ont pris un accompagnement sur toute l'année. Un taux d'intégration en master de 85%, c'est-à-dire le fait d'être admis à l'issue de la licence dans un master, ce qui est aujourd'hui devenu un véritable challenge avec la sélection en master. Voilà des chiffres donc qui témoignent de l'efficacité de nos accompagnements, sous réserve évidemment de l'implication des étudiants. La prépa ne fait pas le travail à la place des étudiants.
Le critère de la réussite, c'est quand même que vous soyez pleinement investi dans votre préparation. Donc nous, on peut vous accompagner, on peut accélérer votre progression, mais vous restez au cœur, bien sûr, de votre propre réussite. Vous pourrez donc retrouver nos formules d'accompagnement pour l'année 2026-2027 sur notre brochure et prochainement sur le site que vous avez ici. Donc je vais vous remettre le lien du site sur le mur de discussion. Donc cfjuridique.fr. Peut-être petite précision ici, nous allons en effet, d'ici quelques semaines, changer de site internet. Plus exactement, la présentation des accompagnements pour les licences de droit et les Master 1, eh bien, elle sera sur le site centre de formation juridique.fr qui prendra la place de l'actuel site missiondroit.fr. Voilà, on a considéré que il était plus lisible pour les étudiants d'avoir un seul et même site sur lequel sont présentés nos différents accompagnements. Et donc c'est sur ce site que vous aurez les formules 2026-2027. Pour le moment, ça ne vous empêche pas d'aller sur le site Mission Droit pour vous inscrire au stage de pré-rentrée. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, vous pouvez dès à présent vous inscrire au stage de pré-rentrée 2026-2027 sur le site Mission Droit. Et puis, lorsque le nouveau site cfjuridique.fr sera en ligne, vous serez de toute façon automatiquement redirigé vers ce site, même si vous allez sur le site Mission Droit. Donc, quoi qu'il arrive, vous retrouverez nos formules d'accompagnement 2026-2027. Donc, je vous invite une nouvelle fois à télécharger notre brochure pour avoir les accompagnements valables donc pour l'année prochaine. Et je me permets à ce titre de remettre une nouvelle fois le lien de cette brochure. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vais laisser quand même quelques instants pour savoir si vous avez des questions. Se passer quelques minutes. Et puis ensuite, Eva, je vois que tu es dans les starting blocks, donc je te laisserai la parole pour nous parler de l'outil digital. On est parfaitement dans le timing, hein, puisque nous avions prévu de finir à 12h30, donc on devrait pouvoir tenir ces délais. Je ne vois pas de questions apparaître, j'espère que c'est parce que j'ai été clair. Et donc, Eva, écoute, je crois que c'est à ton tour de nous parler de l'outil digital du centre de formation juridique. Et puis, on aura un ultime temps de questions-réponses à la fin de ta présentation. Absolument. Donc moi, je me représente très brièvement. Je suis la responsable des cours de soutien au centre de formation juridique et je vais prendre la parole seulement brièvement puisque je pense que Fanny, Maxime et Mathieu vous ont fait une présentation déjà assez exhaustive de ce que sont les études de droit, quels peuvent être les débouchés ensuite et quel est le rôle du CFJ finalement pour les étudiants en droit. Donc moi, mon intervention va être beaucoup plus brève et elle a vocation à vous montrer concrètement comment se passe l'accompagnement au CFJ, notamment avec une petite présentation de notre plateforme digitale qui est la pierre angulaire de nos accompagnements, puisque tous nos accompagnements sont 100% digitaux, je le rappelle. 100% digital, pourquoi? Mathieu vous l'a déjà dit, mais pour qu'on puisse s'adresser aux étudiants, quelle que soit leur fac en France, d'une part, et d'autre part, pour nous permettre de proposer des accompagnements 100% individualisés. Alors, je vais vous partager tout de suite, en espérant que ça fonctionne, la page d'accueil de notre plateforme digitale. Et avant de vous la présenter un peu plus en avant, j'aimerais vous dire que si vous êtes pris en licence de droit, et je vous le souhaite, si également vous faites le choix de venir au CFJ, avant d'accéder à cet espace en ligne, nous vous aurons nécessairement eu au téléphone avant
Pourquoi ce temps d'échange? Parce qu'il est primordial que nous comprenions vos besoins à vous, pas les besoins d'un autre étudiant, afin de mettre en place un suivi qui vous corresponde. Et mettre en place un suivi qui vous correspond, ça passe par l'affectation des bons enseignants. Mathieu le disait, toute notre équipe d'enseignants a été soigneusement recrutée. Nous leur faisons pleinement confiance. Ils seront tous capables de vous accompagner. Ils sont tous expérimentés. Mais néanmoins, notre but, c'est de former les binômes qui marchent le mieux possible. Et il y aura sans doute un enseignant de droit constitutionnel qui vous conviendra mieux qu'un autre enseignant en droit constitutionnel. Voilà. Et notre but, c'est de former des binômes qui vont fonctionner sur toute l'année, de sorte, et je reprends mon exemple du droit constitutionnel, qui est une matière qui est à la fois au premier semestre et au deuxième semestre de la première année de licence, que l'enseignant puisse vous suivre de septembre à la fin de l'année universitaire et que vous ayez un seul et même interlocuteur dans une matière. Donc, nous vous aurons eu fort probablement au téléphone l'été prochain avant que vous ne démarriez votre année de licence. Ensuite, votre espace en ligne sera configuré pour correspondre à vos besoins. Donc, vous n'aurez pas le même espace en ligne qu'un autre étudiant. Et donc, je reviens là sur la page d'accueil de l'espace en ligne. Cet espace en ligne, pardon, tout d'abord, j'aimerais vous dire, donc c'est un outil qu'on a développé cette année. Il est tout nouveau. On l'a développé pour répondre aux besoins des étudiants, pour que tous nos stages puissent être dispensés dessus. Et il se partage en deux parties. Une qui est beaucoup moins importante que l'autre, c'est la partie administrative que vous voyez ici. Et l'autre, qui va sans doute davantage vous intéresser, qui est l'espace pédagogique. Sur l'espace pédagogique, alors là, vous avez un petit message d'alerte orange. Je vous invite à ne pas y prêter attention, c'est parce que c'est un compte test que je n'ai pas fini de configurer. Et si on se situe avant la reprise des TD à la fac, très logiquement, au CFJ, vous aurez l'accompagnement des TD qui commencera. Pour l'accompagnement au TD, vous aurez là, si vous rentrez dans préparation des TD, les matières dans lesquelles vous serez suivi qui s'afficheront. Je poursuis avec mon exemple du droit constitutionnel. Vous aurez tout d'abord accès à des vidéos de méthodologie des différents types d'exercices juridiques qui existent en droit constitutionnel, et ces vidéos de méthodologie seront bien appliquées ici au droit constitutionnel. Le commentaire de décision existe dans d'autres matières juridiques, mais là, la vidéo sera spécifiquement dédiée à la méthodologie du commentaire de décision en droit constitutionnel. Mathieu vous l'a également dit, avec l'accompagnement au TD, vous aurez la possibilité de faire analyser vos fiches de TD. Pour les faire analyser, il faudra logiquement les charger. Ici, vous pourrez charger vos fiches de TD et sous 48 heures, votre enseignant vous chargera l'analyse de fiches. Et Mathieu vous l'a expliqué, cette analyse de fiches se compose à la fois d'éléments de lexique qui seront définis par votre enseignant, puis de vidéos focus. Alors, on n'y est pas encore. Voilà, ici des liens vers des vidéos focus qui vous permettront de comprendre et de vous approprier les notions essentielles de la fiche. Ensuite, et c'est très important, évidemment, une analyse des principaux documents de votre fiche qui vous permettra d'en comprendre les enjeux. Et pour aller plus loin, parce qu'il faut bien des petits plus par rapport aux étudiants qui n'ont pas de préparation, vous aurez également d'autres documents qui ne figurent pas dans votre fiche, mais qui peuvent être mis en relation avec cette dernière et qui vous permettront d'approfondir la séance. Je ne vais pas ici tout vous expliquer. Mathieu a déjà beaucoup fait le tour, mais vous pourrez également soumettre vos devoirs maison si vous en avez pour correction. Vos professeurs, votre enseignant vous restituera alors votre copie corrigée sous 48 heures et de façon illimitée et avant même le commencement des TD à la fac, vous pourrez, ici vous avez une messagerie, échanger avec votre enseignant si vous avez des questions. Alors ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, ça peut être des questions sur la méthodologie, ça peut être des questions de cours, ça peut être des questions sur la correction d'une copie, il vous a corrigé votre copie et vous n'avez pas compris la correction, mais ça peut également être des questions sur l'organisation de votre travail personnel, vous n'arrivez pas à vous y mettre,
vous êtes complètement débordé, vous ne savez pas comment prendre des notes pendant les cours à la fac. Voilà, nos enseignants sont expérimentés, ils ont été profs ou ils le sont toujours à la fac, et donc ils sont tout à fait aptes à répondre également à des questions comme ça. Alors Mathieu vous le disait, l'accompagnement au TD, ça passe enfin par une demi-heure de cours particuliers hebdomadaires dans chaque matière. Et ces cours particuliers, vous pourrez les réserver ici. Vous verrez en vert les disponibilités de votre enseignant. Vous pourrez choisir le créneau qui vous convient. Généralement, nos enseignants mettent des créneaux le week-end en plus de la semaine parce que souvent les étudiants sont plus disponibles le week-end. Et donc, si le créneau de 13h30 vous convient, vous pourrez réserver ce créneau-là. La notification parviendra à votre enseignant et lorsqu'il aura validé le cours, vous recevrez une notification par mail avec le lien pour la visio. Et si ce créneau ne vous convient plus et que vous êtes suffisamment à l'avance, admettons une semaine avant la tenue du cours, vous pourrez tout à fait annuler le cours et le déplacer à un autre moment plus opportun. À la suite de l'accompagnement au TD, c'est ce que vous disait Mathieu également, le rythme est très binaire, hein. À la fac, vous allez avoir 2 semestres et dans chaque semestre, vous allez avoir les TD puis les partiels et nous, on va suivre rigoureusement ce rythme-là. On va vous accompagner dans un premier temps pour vos TD et dans un deuxième temps pour vos partiels. Alors, l'accompagnement au partiel au CFJ, je reviens sur l'espace pédagogique. Je reviens sur le premier semestre. Et donc, vous serez accompagné dans les mêmes matières pour l'entraînement partiel que dans les matières pour lesquelles vous avez choisi d'être accompagné pour les TD. Nous poursuivons toujours avec le droit constitutionnel. Alors, pour l'entraînement au partiel, en plus des ressources en méthodologie qui seront toujours accessibles, et d'ailleurs elles le seront toute l'année, hein, il est essentiel pour vous d'acquérir dès la première année des bonnes bases en méthodologie. Nous vous mettrons également à disposition des ressources de cours qui vont être très importantes pour vous aider dans vos révisions. Alors là, j'ai chargé une seule vidéo de cours, c'était pour faire un exemple, mais vous aurez une vingtaine de vidéos de cours qui dureront entre 15 et 20 minutes pour vous expliquer les notions essentielles. En sus de ces vidéos de cours, alors déjà parce que ce sera complémentaire et d'autre part parce que tous les étudiants n'ont pas la même façon d'apprendre. Pour certains, c'est plus facile en vidéo, pour d'autres, c'est plus facile avec des fiches de cours. Nous vous mettrons à disposition, il est ici, un fascicule de cours dans chaque matière qui sera téléchargeable en format PDF avec un sommaire interactif qui vous permettra de vous dire, bah, par exemple, la notion d'État, j'ai bien compris. En revanche, j'aimerais bien réviser le thème de la Constitution. Vous pourrez alors cliquer sur la fiche 3, vous arriverez dessus. Et donc, nos manuels sont conçus sous forme de fiches. Alors là, cette fiche est peut-être un mauvais exemple, dans lesquels nous avons intégré des schémas et des illustrations pour rendre l'apprentissage un peu moins rébarbatif et un peu plus dynamique. Voilà, bah, je pense que j'ai fait un tour un peu complet. Alors, pendant l'entraînement au partiel, vous aurez évidemment encore accès à la messagerie, hein, puisque c'est un point essentiel de votre accompagnement au CFJ. Le but, c'est que vous soyez en permanence en relation avec votre enseignant pour ne jamais vous sentir seul. C'est un des gros défauts à la fac, c'est l'impersonnalisation. À la fac, vous vous sentirez tout seul et nous, notre rôle, c'est que vous vous sentiez accompagné à la fois par des enseignants avec qui il y aura un véritable lien de confiance qui s'établira parce que vous serez en relation toutes les semaines avec eux, mais aussi avec nous, l'équipe administrative, puisque évidemment, tout se passe sur cette plateforme numérique ou presque, mais si vous avez le moindre souci, nous sommes disponibles pendant toute l'année par mail et par téléphone pour répondre à vos questions et à vos demandes. Bah écoutez, voilà, on va peut-être reprendre la parole, enfin non pas de façon collégiale, mais à tour de rôle pour répondre à vos questions si vous en avez. Effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les adresser dès à présent sur le mur de discussion. Pour ma part, je vais me permettre de repartager un dernier message.
qui récapitule un petit peu les informations pratiques. Si vous voulez nous contacter, j'ai remis donc notre adresse mail de contact, contact@cfjuridique.fr, le numéro du standard. Donc vous n'hésitez surtout pas, on est à votre disposition pour mieux vous expliquer encore nos préparations et vous conseiller et vous accompagner. Je vous ai remis le lien de la brochure pour la préparation 2026-2027. Donc vous pouvez cliquer dessus et récupérer et télécharger cette brochure. Et je vous ai remis les informations sur le site missiondroit.fr, qui est donc le site sur lequel vous vous inscrirez, si vous le souhaitez, à l'un de nos stages de pré-rentrée, pour lequel, je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de places est limité, avec donc une inscription, mais qui peut être annulée jusqu'au 10 juillet, avec un remboursement intégral au cas où finalement vous ne seriez plus intéressé ou si la situation devait évoluer vous concernant. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura éclairé à la fois sur le fonctionnement de l'université, des études de droit, sur les débouchés, sur le parcours de l'étudiant en droit et la manière dont nous pouvons, nous, l'accompagner avec notamment cet outil auquel tu as beaucoup travaillé, Eva, qui est la plateforme digitale. Euh, Si vous n'avez pas de questions, où se passent les cours? Nous dit. Alors, les cours, je vais me permettre de prendre la question. Comme on l'a expliqué précédemment, nos cours sont des cours en classe virtuelle. Donc, la pré-rentrée, c'est de la classe virtuelle et les cours individuels se passent également en visio, hein. Comme je l'ai dit, c'est ce qui vous permet d'éviter les temps de transport et de caler facilement ces face-à-face pédagogiques à des moments opportuns dans votre calendrier. Donc, on est vraiment sur un accompagnement qui est un accompagnement digital. Donc, voilà pour répondre à cette information. Quelle est la part théorie vs pratique? Alors, Amina, je ne sais pas quel est enfin, ce que vous entendez par théorie et pratique. Nous, on a coutume de dire, je parle sous le contrôle de Fanny, qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie en droit. Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie, ça veut dire que ce que vous allez apprendre peut vous sembler théorique à l'université, mais en fait, vous l'apprenez pour le mettre ensuite en pratique dans un commentaire ou dans une consultation pour solutionner une question de droit. Donc en fait, vous apprenez des règles théoriques, mais qui ensuite s'appliqueront à un cas concret et permettront d'aboutir à une solution. Donc la frontière entre la théorie et la pratique s'estompe. Et d'ailleurs, vous aurez beaucoup de mal à faire un exercice pratique si vous ne connaissez pas votre cours théorique, pour le dire encore autrement. Y a-t-il la possibilité d'une correction avec un prof en face à face? La réponse est oui, bien évidemment. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez des cours individuels pendant la prépa OTD, 30 minutes toutes les semaines par matière, et pendant la préparation des partiels, 3 heures de cours par matière. Donc, évidemment, à l'occasion de ces cours, vous aurez la possibilité de prendre votre copie ou de la donner au prof et qu'il vous la corrige pas à pas en vous faisant des commentaires de vive voix pour justement que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe aussi dans la tête du correcteur quand il voit votre copie. Donc ça, c'est un exercice très utile et effectivement, c'est tout à fait possible de le faire. Peut-on rajouter des corrections supplémentaires? Je pense pas que vous ayez besoin d'en rajouter parce que quand même vous allez avoir sur le temps imparti une copie déjà toutes les semaines dans 2 matières fondamentales. Et ensuite, vous aurez donc 6 entraînements en prépa partielle. Si toutefois vous voulez faire plus d'entraînements, c'est possible notamment dans le cadre des cours individuels. C'est-à-dire on peut vous donner des entraînements que vous faites à la maison et en plus, on peut vous proposer des entraînements qu'on corrige ensemble à l'occasion des cours. Donc on peut toujours en faire plus. Attention, toutefois, à ce que le plus ne devienne pas un trop. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait un volume de copies conséquent, mais pas trop important, que vous ayez quand même le temps de voir ce que peuvent être vos difficultés et que vous puissiez corriger le tir. Et puis que vous gardiez de l'énergie aussi pour le jour des partiels. Mais il y a toujours de la souplesse. Alors, tout ce qui va concerner les tarifs, les questions de tarification, je vais vous renvoyer à la brochure.
pour laquelle je vous ai donné le lien tout à l'heure, et vous verrez l'intégralité de nos formules, de nos packs, et je vous laisse en prendre directement connaissance. Est-ce qu'on travaille sur des cas concrets? Alors, vous allez travailler par hypothèse, ça dépend de ce que vous appelez là encore des cas concrets, mais vous allez travailler sur des exercices qui correspondent à ce que vous aurez à la fac. Donc, nous, notre objectif, c'est de vous accompagner pour que vous soyez performant par rapport aux exercices qu'on vous propose à l'université. Donc j'ai envie de dire que par hypothèse, c'est nécessairement quelque chose de concret, pour vous en tout cas, dans le cadre de votre vie étudiante. Maintenant, si votre question c'est est-ce qu'à l'université on travaille sur des cas concrets, bah, nécessairement et en partie, lorsqu'on fait un cas pratique, par hypothèse, on travaille sur une hypothèse qui souvent est inspirée d'une jurisprudence existante. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a une dimension concrète aux exercices qui vous sont proposés. Idem quand on vous propose un commentaire d'arrêt. Si on souhaite suivre des cours particuliers en mois d'août, que proposez-vous? Alors, je vais être un peu direct. Honnêtement, suivre des cours particuliers avant le mois d'août en droit, je ne suis pas certain que ce soit de très bonnes méthodes. Si vous le souhaitez, on peut vous mettre en relation avec des enseignants, mais pour moi, vraiment, il faut prendre l'été pour se reposer. À la limite, pendant l'été, nous nous mettons à votre disposition de la documentation. Vous avez un guide de l'étudiant en droit. Vous allez avoir également des cahiers de vacances du droit qu'on va bientôt proposer donc pour vous entraîner, découvrir le droit de manière ludique. Et vraiment, la bonne stratégie, c'est plutôt le stage de pré-rentrée. Pourquoi? Parce que c'est d'ailleurs le stage qu'on propose en cours collectif, c'est le seul. C'est l'occasion de parler avec d'autres étudiants, c'est l'occasion de prendre un temps d'échange en n'ayant pas encore le stress de l'année qui a commencé, c'est de découvrir ensemble les grandes notions du droit. Des cours particuliers avant le mois d'août pour préparer sa première année, je ne sais pas ce que tu en penses, Fanny, en tant que directrice pédagogique, mais je ne suis pas certain que ce soit le plus opportun. Non, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec toi, Mathieu. J'aurais fait la même réponse. Le mieux, c'est sans doute de préparer sa rentrée. C'est effectivement pas bon d'y aller sans s'en soucier parce que il y a un peu un choc des cultures quand on arrive à la fac. Mais préparer sa rentrée, ça veut pas dire prendre des cours particuliers de droit. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Le mieux, c'est effectivement de réviser certaines choses du lycée. Par exemple, tous les enseignements d'HGGSP, donc d'histoire-géographie, ou d'HLP, de philo, sont utiles à mon avis parce que bah, vous allez retrouver à nouveau des Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, etc. Donc si vous avez déjà une bonne connaissance des apports de terminale sur ces matières-là, c'est très bien. L'histoire géo, les sciences politiques, la géopolitique, c'est quand même important parce que vous allez avoir des matières comme relations internationales, par exemple. Économie également, si vous avez fait SES comme spécialité, revoyez un peu vos fiches de SES fin août. Début septembre, parce que, bah, on l'a vu, vous aurez des matières complémentaires un peu en économie. Donc, c'est bien de maintenir une révision de certaines matières de terminale. Mais la meilleure préparation, ça reste un stage de pré-rentrée collectif où on va apprendre les notions, donc le vocabulaire juridique de base pour survivre dans les amphis les premières semaines. On va apprendre à se servir du code civil, très important parce que, je le dis d'ailleurs, nous ne l'avons pas dit, vous aurez le droit d'aller composer votre partiel avec le code civil. Donc si vous savez l'utiliser, vous aurez quand même un avantage par rapport aux autres. Et on voit des étudiants qui soit ne l'apportent même pas parce qu'ils n'ont même pas compris qu'on y avait le droit, soit ne l'ouvrent pas pendant tout le temps de l'épreuve, alors même que, grosso modo, toutes les réponses sont à l'intérieur du code. Donc quand on sait bien s'en servir, c'est vraiment un énorme atout. Et puis on va se familiariser déjà avec la méthodologie des exercices juridiques, le cas pratique, le commentaire de décision. On va apprendre ce que c'est qu'une décision de justice, parce que c'est construit d'une manière un peu particulière au début, ça fait un peu bizarre, on comprend pas toujours tout. Donc on va vous expliquer tout ça à l'occasion de notre stage de pré-entrée. Pour moi, c'est la meilleure façon de se préparer avec une révision de certaines matières de terminale.
Et je me permets d'embrayer, hein, pourriez-vous nous indiquer aujourd'hui des profs particuliers? Non, on ne va pas vous indiquer aujourd'hui parce que nous sommes une préparation. Donc chez nous, si vous voulez, on n'est pas, je l'ai expliqué tout à l'heure, une plateforme de mise en relation avec des profs. On propose un programme cohérent et d'ensemble dans lequel sont impliqués des profs qui proposent en partie des cours particuliers, mais tout ça est dirigé et géré par le CFJ dans le cadre d'une préparation cohérente. Donc, non seulement, effectivement, je pense que pédagogiquement, ça n'a pas beaucoup de sens de faire des cours individuels avant la reprise, avant le début de la fac, et de surcroît, c'est contraire à notre modèle de livrer en pâture ici des noms d'enseignants faisant des cours particuliers. Du J'aimerais coup, suivre un cours qui soit plus long qu'une semaine avant le mois d'août, mais je voulais, voilà, vous avez parfaitement la possibilité, si vous le souhaitez, d'accéder à de la documentation en ligne pour déjà vous préparer. Mais voilà, la durée de nos stages, c'est une semaine. C'est ce qu'on recommande. Un bon équilibre. C'est suffisant pour reprendre un rythme. Si vous voulez en amont commencer à vous préparer, je vous l'ai dit, vous aurez de la documentation, lisez le guide de l'étudiant en droit, faites les cahiers de vacances, suivez nos recommandations de lecture aussi, vous verrez en nous suivant sur nos réseaux sociaux. Je vous invite à le faire, à nous suivre sur Instagram notamment. Vous verrez qu'on vous donnera des conseils de lecture. Et je suis d'accord avec Fanny, consolidez déjà ce que vous savez, ce que vous avez appris en terminale. Consolidez Montesquieu, consolidez Rousseau, le contrat social. Euh, Profitez de ce temps pour peut-être faire des recherches intéressantes sur les métiers du droit, les grands avocats. Enfin voilà, c'est le moment de faire un travail qui soit pas trop anxiogène. Ensuite, la semaine de pré-rentrée, c'est le très bon timing juste avant de reprendre. Et ensuite, eh bien, vous serez dans les meilleures conditions pour réussir. Voilà ce que je pouvais vous répondre sur ces différentes questions. Il est midi 29. Eva et Fanny. Nous avions prévu de finir à 12h30. Donc, je pense que nous sommes dans un timing qui est plutôt bon. Et donc, c'est l'occasion de clôturer cette JPO. Je vous remercie vivement, Eva et Fanny, de votre participation à cette journée porte ouverte, parce que euh, c'était vraiment utile que les participants puissent avoir à la fois la vision universitaire, pratique et technologique, si j'ose dire, avec la plateforme. Et donc voilà, je suis vraiment content que vous ayez pu y participer. Je remercie également les personnes qui ont assisté à cette conférence, qui sera disponible en replay très prochainement. Elle sera mise à votre disposition en replay. Vous recevrez un petit mail dès que ce sera disponible. Et il me reste à vous souhaiter bon appétit et à vous dire à très bientôt au Centre de formation juridique. N'hésitez pas. Et effectivement, si vous avez des questions subsidiaires, comme l'a écrit Eva, contact@csjuridique.fr. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.